Mes chers camarades, bien le bonjour, que vous nous suiviez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion, que ce soit en podcast ou même sur YouTube, puisqu'on est absolument partout. Aujourd'hui, on va parler de sport, mais pas de n'importe quel sport, des sports dans l'Antiquité grecque. Et oui, et pour ça, on va recevoir un historien, Jean-Manuel Roubinot, qui est maître de conférences en histoire ancienne à l'université Rennes 2 Haute-Bretagne. Il est spécialiste de l'histoire sociale des cités grecques, de l'alimentation dans l'Antiquité grecque, du sport dans la Grèce ancienne, justement un sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Il a sur ce thème publié de nombreux articles et ouvrages tels que Milon de Crotone ou L'invention du sport en 2016, ou encore À point fermé, une histoire de la boxe antique en 2022, et même Le sport, récit des premiers temps en 2024. Mon cher Jean-Manuel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de sport dans la Grèce antique. Je le mentionnais en off il y a peut-être 2 minutes, mais on se doute bien que là, on enregistre cette émission en mai 2024. Les JO, c'est bientôt à Paris, donc tu dois être pas mal sollicité, donc merci de prendre un petit peu de temps pour nous. Merci de l'invitation, merci. Donc tu es historien spécialisé dans le sport, dans la Grèce antique, mais alors comment est-ce qu'on en arrive là? Est-ce que toi t'es déjà un passionné de sport ou tout d'abord un passionné d'histoire? Alors c'est un peu une combinaison des deux. De fait, j'ai fait des études d'histoire, sinon je ne serais pas devenu enseignant-chercheur en histoire, mais effectivement, l'intérêt pour le sport est lié aussi à l'intérêt tout simplement pour le sport sous différentes formes aujourd'hui. Donc j'ai fait beaucoup de sport depuis le plus jeune âge. J'ai commencé avec du judo, et puis du handball, et puis du rugby. Et puis après, je me suis mis au sport de combat et aux arts martiaux. Donc j'ai fait pendant une vingtaine d'années beaucoup de boxe pied-point, et puis aussi de l'aïkido, ce qui est assez différent de la boxe pied-point pour ceux qui connaissent un petit peu. Voilà. Donc oui, c'est une combinaison je dirais, de deux centres d'intérêt, mais en l'occurrence, mon intérêt pour le sport a d'abord été, ma porte d'entrée, en fait, c'était l'histoire sociale. Je me suis d'abord intéressé aux inégalités sociales, aux hiérarchies sociales dans les cités grecques, et c'est à partir de là que, d'une certaine manière, j'ai mis un pied dans le gymnase, et le fonctionnement du gymnase, l'accès au gymnase, le sport comme système de reproduction d'un idéal social et politique. Donc, comme objet savant, si on veut, mon point d'entrée, la fenêtre, ça a été en fait l'histoire des inégalités, des hiérarchies sociales. Et à partir de là, j'ai développé un intérêt pour le sport antique, je dirais, dans toutes ses composantes ou dans tous ses aspects. Et alors, quand on est historien et qu'on travaille sur cette histoire du sport, qu'elle soit sociale ou autre, on bosse sur quel type de sources? Alors, il y a beaucoup de formes documentaires, de manière un peu contre-intuitive peut-être. On a d'abord énormément de textes qui nous renseignent, des textes d'historiens, des traités médicaux qui nous renseignent sur les blessures des sportifs et les manières de les traiter, par exemple. On a des récits de voyage, notamment un grand récit de voyage par Pausanias au IIe siècle après Jésus-Christ, qui nous décrit une série de sites, et notamment le site d'Olympie, mais pas seulement. Mais il faut savoir qu'à Olympie, à l'époque où Pausanias visite le site, il y a environ 200 statues d'athlètes et de champions qui sont encore érigées, visibles, avec des bases statuaires qui sont inscrites. Et il décrit des statues et les exploits et le palmarès de ces différents champions, à la fois en regardant les statues, en lisant les inscriptions, et puis en prenant des renseignements autour de lui. On a aussi des sources comiques, des épigrammes satiriques, par exemple, qui se moquent des athlètes, des histoires drôles aussi, antiques, où les athlètes ont une part qui n'est pas négligeable. On va se moquer d'un coureur qui est beaucoup trop lent, tellement lent qu'il ressemble à une statue. On va se moquer d'un lutteur qui est très inexpérimenté, qui chute tout de suite et qui, pour donner le sentiment qu'il n'est pas si inexpérimenté que ça, se tartine debout pour donner l'impression qu'il a résisté longtemps et que ça a été un combat accroché. On va avoir un boxeur qui va se faire tatouer sur le front lieu des organes vitaux. Voilà, donc on a des histoires drôles. Alors c'est toujours pareil, la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça. Typiquement avec ce type de source comique, l'objectif c'est de voir qu'est-ce qui fait rire, et à partir de là, qu'est-ce qui serait la situation normale, pas celle qui est risible, mais celle qui est à l'inverse si on veut valoriser. Et donc rien qu'à travers ces histoires drôles, on peut presque recomposer une forme d'histoire des valeurs, des vertus, des qualités attendues des athlètes. De nos jours, c'est des combattants qui se prennent des écharpes dans le doigt de pied. Voilà, ça arrive. Oui, c'est ça, les petits mouvements difficiles du quotidien athlétique. Mais donc on a des textes, en sachant qu'il y a plein d'allusions. C'est-à-dire en dehors des textes qui parlent à proprement parler du sport ou des sportifs, on va avoir des métaphores sportives, des analogies dans le théâtre, dans des traités d'astronomie ou dans toute autre forme de documentation. Et puis on a des inscriptions
Beaucoup d'inscriptions, certaines inscriptions donc sur base statuaire. On a des inscriptions qui sont des décrets en l'honneur des athlètes, qui nous renseignent notamment sur leur palmarès. C'est là qu'on voit comment, par exemple, les athlètes présentent ou sont soucieux de voir présenter leur palmarès. Comment est-ce qu'on hiérarchise ces victoires? Quelles sont les victoires qui sont importantes? Quelles sont celles qui sont secondaires ou même celles qu'on éventuellement on ne cite pas? On a des vestiges archéologiques, à la fois des sites de stades, de gymnases, d'hippodromes, et puis des objets. Ça veut dire que, alors on n'a pas de javelots qui sont parvenus jusqu'à nous, parce que les javelots étaient en bois, donc ils ont disparu, mais on a des pointes de javelots. Par exemple, l'ANEME, qui nous permet de reconstituer une partie de l'objet. On a des poids de saut, puisque le saut en longueur se faisait avec des haltères. Le mot haltère, en fait, qui aujourd'hui désigne un poids qui sert à faire de la musculation, qui sert au renforcement musculaire, initialement, en fait, désigne un poids qui est vraiment destiné à sauter. Ça veut dire instrument à sauter. Haltère, ça vient de alma. Alma, c'est le son en longueur. Donc le mot haltère, initialement, a un sens qui est très, très spécifique techniquement. Ça sert à désigner donc ces deux objets qui font à peu près 2 kg, 1,5 kg, 2 kg chacun, qu'on utilisait pour faire du son en longueur. Et puis on a des images de toutes formes, c'est-à-dire des reliefs, notamment funéraires. On a des mosaïques, on a des scènes athlétiques sur des monnaies, sur des camées, sur des intailles. Et puis peut-être que la forme documentaire la plus, je dirais, importante, qu'on a tous dû passer un jour ou l'autre, ne serait-ce que dans notre formation au collège ou au lycée, c'est les scènes sur vase. On a des centaines de scènes athlétiques sur vase. Alors pendant une période assez ramassée dans le temps, c'est-à-dire que ça commence au début du 6e siècle avant Jésus-Christ, vers 600 à peu près, un peu après, et ça s'arrête presque dans le courant du 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais dans cet intervalle-là, on a des centaines de scènes athlétiques sur vase qui nous renseignent sur tout ce qu'on avait envie de montrer du sport sur ce type de support. Hein. Ça veut dire des phases de préparation, un boxeur qui met ses gants, des phases d'affrontement avec un geste technique d'un lutteur, des phases de course avec des coureurs de sprint ou des coureurs de course longue qu'on figure en train de courir avec des physiques très différents et avec une gestuelle. Les coureurs de course longue sont figurés avec les bras collés au corps et avec des physiques extrêmement longilignes. Les coureurs de sprint sont un tout petit peu moins longilignes et font des longues foulées avec les bras qui sont très engagés dans l'effort. Donc on voit des éléments sur ces scènes, les morphotypes des athlètes idéaux, les gestes interdits aussi, parce que les vases étaient utilisés dans le quotidien, et notamment au banquet, et donc il y avait un plaisir à faire figurer sur certains vases les gestes qui n'étaient précisément pas autorisés dans les différentes disciplines. Ça peut être par exemple mettre les doigts dans les yeux d'un adversaire, ça peut être mordre son bras pendant un assaut au pancras, et les Grecs, en tout cas les propriétaires de ces vases, pouvaient apprécier de montrer à leurs amis, à leurs invités, ce type de scène. Donc on a, je dirais, vraiment un panel très large de documentation disponible pour reconstituer l'histoire du sport. Ça ne veut pas dire qu'on a tout ce qu'on aimerait avoir, il y a des choses qui manquent bien sûr, mais malgré tout on est bien documenté. C'est un dossier, je dirais, thématique qui est bien informé. Alors la naissance de ce sport antique, on va y venir. À quand remontent les premières traces sportives dans la Grèce ancienne? Alors ça dépend en fait un petit peu de ce qu'on entend par trace. Si on parle du texte, les textes, ou en tout cas les récits les plus anciens qui nous décrivent des affrontements qu'on peut qualifier d'athlétiques, c'est les poèmes homériques. C'est les poèmes homériques, mais si on intègre dans le dossier les images, on a dès la Crète minoenne des images, donc dès le 3e millénaire, dès la fin du 3e millénaire, on a des scènes sur vase, et un certain nombre des peintures, des images qui nous montrent donc des individus qui semblent s'adonner à des pratiques qui ressemblent à ce que seront ensuite les disciplines athlétiques en vigueur dans les stades et les gymnases grecs à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc on a des traces d'une culture gestuelle corporelle très très tôt dans le temps, mais le premier moment où véritablement on a la démonstration de l'existence de compétition, c'est dans les poèmes homériques, c'est les concours funèbres en l'honneur de Patrocle dans le livre 23 de l'Iliade, où il y a une série d'épreuves qui sont organisées en l'honneur, en mémoire, en hommage
hommage au défunt, au grec Patrocle qui est mort sous les murs de Troie. Et puis on a d'autres compétitions qui sont évoquées, d'autres concours dans les poèmes homériques, notamment dans l'Odyssée, le concours auquel participe Ulysse quand il atterrit sur l'île des Phéaciens, le royaume de Phéacie, l'île de Scérie, dirigée par le roi Alkinoos. Et donc le roi organise en son honneur, si l'on veut, une série d'épreuves. Il s'agit aussi de démontrer à travers ces épreuves la supériorité supposée de son peuple face au regard de cet étranger auquel il offre l'hospitalité. Mais donc, d'une certaine manière, le premier récit, c'est les concours funèbres en l'honneur de Patrocle, puisque l'Iliade, on considère qu'elle a été composée un demi-siècle environ avant l'Odyssée, peut-être vers 750, et l'Odyssée peut-être vers 700, même si la mise par écrit est plus tardive. Et donc, dans ces concours funèbres en l'honneur de Patrocle, il y a une série d'épreuves. Il y a une épreuve de course, il y a une course typique aussi, il y a une épreuve de lutte, il y a une épreuve de boxe, etc. Et donc on voit apparaître déjà un premier répertoire de disciplines qui n'est pas complet. C'est-à-dire que il y a encore des disciplines qui ne figurent pas dans les concours funèbres en l'honneur de Patrocle qui vont apparaître plus tard. Ça va être par exemple le pancrace, qui est une combinaison de lutte et de boxe, sachant que la boxe antique est une boxe de main et de poing. On frappe avec la main, soit avec la main ouverte, soit avec les doigts, soit avec le poing ou avec la tranche aussi. Donc le pancrace, c'est toutes les techniques de lutte, plus toutes les techniques de boxe, plus les coups de pied. Et donc ce pancrace, il n'existe pas encore dans les concours funèbres de Patrocle, il va apparaître un petit peu plus tard dans le courant de l'époque archaïque. De la même manière, on ne trouve pas encore dans les concours funèbres le pentathlon, qui va apparaître lui aussi un petit peu plus tard, donc qui est une combinaison de 5 épreuves, donc le lancer du javelot, le saut en longueur, le lancer du disque, la course de stade et la lutte. Et donc ce combiné en fait disciplinaire, il surgit un petit peu plus tard, en sachant, on voit que c'est la même logique. Le pancrace, qui est une combinaison de disciplines, apparaît après les deux disciplines premières que sont la lutte et la boxe, et le pentathlon est lui aussi une combinaison qui est censée venir en fait sanctionner des athlètes qui ne sont ni véritablement spécialisés dans les sports de combat, ni véritablement spécialisés dans les courses. Donc ni d'athlètes très massifs, ni d'athlètes très rapide. Donc pour revenir à ta question, donc les premières traces du point de vue narratif, c'est les poèmes homériques, donc on est au début de l'époque archaïque. Et alors là, on parle de traces, mais à partir de quand on peut parler de sport qui se structure, on va dire? Là, il faut descendre un petit peu la chronologie. C'est véritablement au VIe siècle qu'il y a une forme de révolution qui survient, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'éléments qui se mettent en place, qui n'étaient pas là auparavant. D'abord, on voit apparaître des concours réguliers. Et qui sont organisés les uns par rapport aux autres, ou plutôt qui sont placés les uns par rapport aux autres de manière à ne pas se faire concurrence et de manière à ce que les athlètes puissent enchaîner d'une année sur l'autre les différents concours. Autrement dit, on voit apparaître non seulement le principe de concours régulier, mais aussi une forme de calendrier sportif ou de temps sportif avec d'une année sur l'autre des compétitions. Certaines vont être annuelles, certaines auront lieu tous les 2 ans, certaines auront lieu tous les 4 ans. Donc on a un calendrier sportif qui se met en œuvre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est que c'est aussi au VIe siècle qu'on voit se mettre en place, qu'on a les premières traces textuelles en général de gymnase et de stade. C'est-à-dire que dans les concours funèbres en l'honneur de Patrocle ou dans le concours organisé par le roi des Phéaciens, Alkinoos, il n'y a pas de lieu spécifique, ni pour s'entraîner, ni pour s'affronter en compétition. C'est un lieu qui est en fait improvisé. Ces lieux dédiés à la pratique sportive et à la compétition surgissent véritablement au VIe siècle, donc les gymnases pour l'entraînement, les stades pour la compétition. Alors on en a trace du point de vue textuel, mais en fait du point de vue archéologique, il faut descendre beaucoup plus bas dans la chronologie pour les gymnases. Le premier gymnase qui soit documenté du point de vue archéologique, c'est le gymnase de Delphes qui date des années 330. Alors pour les stades, par contre, on a des traces archéologiques à Isthmia, donc sur l'isthme de Corinthe et le lieu des concours isthmiques, et à Olympie, on a des traces dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. En sachant que si on visite aujourd'hui le site d'Olympie, le stade qu'on visite, c'est ce qu'on appelle le stade 3, qui est le stade en fait du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui s'est décalé 2 fois, si j'ose dire, par rapport au stade 1, qui datait du 6e siècle. Le stade 3 s'est décalé 2 fois et est complètement séparé de l'enceinte sacrée, alors qu'initialement le stade 1 était légèrement
empiétant. Il empiétait légèrement sur l'enceinte sacrée. Alors quand je dis ça, je peux donner le sentiment qu'il s'agissait de séparer les deux espaces, alors qu'on ne sait pas bien en fait qu'est-ce qui a justifié cette séparation. Voilà. Mais alors qu'on ait du coup cette apparition à ce moment-là, d'accord, mais est-ce qu'on sait pourquoi ça apparaît à ce moment-là? C'est probablement une conjonction de phénomènes, c'est-à-dire que ce que je propose de faire, en fait, c'est de rapprocher le phénomène sportif du phénomène politique. C'est-à-dire qu'en même temps que les régimes politiques surgissent, dans le courant de la deuxième moitié du 7e siècle et au 6e siècle avant Jésus-Christ, quand on voit apparaître des régimes qu'on peut qualifier de politiques, c'est-à-dire des régimes où le pouvoir est collégial, tournant, partagé donc, avec un principe de débat, de discussion, avec aussi un principe majoritaire qui va progressivement s'imposer. Donc on discute d'une décision, on vote et puis on s'aligne sur le résultat, qu'on soit du côté des vainqueurs ou du côté des vaincus. Donc on se soumet de certaine manière à la règle politique. En même temps que se développent les régimes politiques, on voit se développer le principe d'une pratique athlétique régulière, où on va au gymnase régulièrement et où on s'y affronte. Et d'une certaine manière, le sport peut être pensé, le sport ancien, j'entends, comme une forme de deuxième phase de la politique. De la même manière que la politique, c'est l'affrontement des idées, et on laisse les armes au vestiaire. À Athènes, on sait que les Athéniens ne venaient pas armés à l'Assemblée, par exemple, et c'est la même chose dans d'autres cités. De la même manière que la politique, et notamment les régimes démocratiques, sont fondés sur l'idée de l'affrontement des idées, pacifiques si on veut, ou pacifiées. De la même manière, le sport, c'est l'affrontement. Alors, c'est pas les idées qui s'affrontent, c'est les corps, mais c'est la même idée de la capacité de deux individus ou de groupes d'individus à, vivre une relation de type antagonique. On s'affronte, on se confronte, on se mesure, et puis on gagne, on perd, mais dans les deux cas, on accepte le résultat. Et donc, il y a probablement une forme de culture antagonique, si on peut dire les choses ainsi, qui évolue à la fin de l'époque archaïque, au 7e, au 6e siècle avant Jésus-Christ, et qui va s'exprimer d'un côté dans le champ des idées par l'émergence des régimes politiques, et dans le champ plutôt des corps et des énergies physiques sous la forme du sport. Et c'est au 6e siècle que d'ailleurs que se développent les 4 grands jeux sacrés. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Parce que c'était spécifique chaque jeu était spécifique à une cité, ou justement on s'affrontait aussi entre cités déjà à l'époque? Alors en fait, c'est individuel, c'est-à-dire qu'on participe à titre individuel dans une compétition. Un athlète, si on se déplaçait, toi ou moi, dans l'Antiquité, et qu'on allait à Olympie au moment du concours, on pourrait décider de demander à s'inscrire. Tu représentes pas une cité, tu représentes toi-même, quoi. Alors on ne représente que soi au début. Et par contre, si on est un champion, alors là, la cité court après la victoire. C'est-à-dire que on va de soi-même à une compétition, on est admis à concourir ou pas, parce que les magistrats font un tri en fait entre ceux qui sont admis à concourir ou pas. Peut-être qu'on en reparlera, mais ensuite, si on remporte un titre, alors la communauté d'origine de l'athlète considère que, d'une certaine manière, l'athlète doit partager sa gloire avec sa communauté d'appartenance. Donc, il y a une forme de ruissellement, si on veut, de la gloire sur l'ensemble de la communauté. Et on considère qu'il est, c'est normal qu'un athlète partage, si l'on veut, la notoriété gagnée, la gloire gagnée en compétition avec ses concitoyens. Donc il y a une situation en termes de représentation qui est un petit peu paradoxale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection nationale, il n'y a pas de directeur technique national, il n'y a pas de porte-drapeau, tout ça, ça n'existe pas. Mais quand même, il y a une forme de lien de représentation, c'est peut-être pas le mot, mais il y a une forme d'identité en fait, des liens de soutien en fait entre l'athlète et sa communauté. Mais pour revenir à ta question sur les concours dits sacrés, alors qu'on appelle parfois sacrés, parfois stéphanites, parfois sacrés et stéphanites. Donc ce sont effectivement 4 grandes compétitions dont le cycle se met en place au début du 6e siècle. Alors les concours olympiques sont probablement plus anciens. Mais les 3 autres concours, donc les concours pythiques, ismiques et néméens, sont créés ou recréés au début du 6e siècle, 586, 580, 573 pour ces 3 concours, et ils sont placés les uns par rapport aux autres. Donc on a 2 concours, les concours olympiques et pythiques, qui ont lieu, enfin un grec aurait dit pentétériques. Ils sont pentétériques, c'est-à-dire qu'ils ont lieu toutes les 5e années. Nous on dit tous les 4 ans, un grec compte 1, 2, 3, 4, 5. Et il dit c'est la 5e année que le concours revient au programme. Donc les concours tous les 4 ans pour les concours olympiques et pythiques, et des concours triétériques, donc toutes les 3e années, donc pour nous tous les 2 ans, pour les concours ismiques et néméens. Donc on a 2 concours qui sont, enfin comment dire, il y a une hiérarchie.
Les concours olympiques sont censés être les plus anciens, et donc ils sont les plus prestigieux. Les concours pythiques, un petit peu moins. Les concours ismiques, un petit peu moins. Les concours néméens, encore un peu moins. Mais ça reste 4 concours qui sont extrêmement prestigieux, ce qui veut dire que ce sont les concours qu'on fait systématiquement figurer dans son palmarès si on fait l'objet d'un décret ou si on a l'occasion d'inscrire sur une base statuaire des éléments de son palmarès, on fait figurer au moins les victoires dans l'un ou l'autre de ces concours. On a une stèle, une inscription funéraire en l'honneur d'un boxeur qui s'appelait Agathos Daimon, donc littéralement bon démon, originaire d'Alexandrie, donc c'était un grec d'Alexandrie, qui était boxeur de métier, qui a trouvé la mort à Olympie. Il avait 35 ans, nous dit l'inscription funéraire, et l'inscription qui ne fait que quelques lignes nous indique donc qu'il est mort, qu'il a préféré mourir que perdre, suggère l'inscription, même si la mort est probablement accidentelle, donc c'est une manière je dirais, de transformer finalement cet accident en une ultime démonstration de son courage. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur cette inscription de quelques lignes, on a gardé une information qui est qu'il a remporté une fois le titre au concours néméen. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'a jamais remporté les concours olympiques, pythiques ou ismiques. Donc, il était un très bon boxeur, mais peut-être pas le meilleur boxeur de son époque. Donc, ces 4 concours, ils sont perçus encore une fois comme les plus prestigieux. Ils vont constituer ce qu'on appelle ensuite, à partir de l'époque hellénistique, à partir du début du IIe siècle avant Jésus-Christ, la période. La période, c'est le cycle de rotation quadriennale de ces 4 compétitions. Donc elles alternent comme ça sur un bloc de 4 ans. Et donc ces concours, ils ont en commun que l'athlète qui remporte la compétition dans une épreuve donnée, à la course de stade, à la lutte, au pentathlon, remporte une couronne végétale. Et rien d'autre. Rien d'autre sur le lieu de la compétition, une couronne végétale et, le cas échéant, dans certains concours, le droit d'ériger une statue à son effigie sur le site de la compétition. C'est chouette, mais ça fait pas bouffer. Ça fait pas bouffer. Alors, ce qui se passe, c'est que par contre, il y a des effets financiers secondaires, si l'on veut. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes athénien et que vous remportez un titre olympique, quand vous rentrez dans votre cité, vous recevez une prime. Une prime qui date, en tout cas à l'époque classique, de 500 drachmes, ce qui représente entre 2 et 3 ans de salaire à l'époque. Donc on peut recevoir toute une série de privilèges qui, certains sont purement honorifiques, d'autres ont une dimension matérielle, financière bien réelle, comme le fait d'être nourri, par exemple, auprès de la cité. Donc même dans ces concours qui sont initialement des concours où on ne reçoit qu'un prix qui a une valeur symbolique, il y a je dirais, des bénéfices financiers qu'on peut espérer. Et puis on sait qu'à l'époque impériale, les choses sont en fait moins claires que ça. La séparation qui a pu être faite par les historiens du sport antique entre ce qu'on appelle les concours stéphanites, donc Stéphanos c'est la couronne, donc les concours où on remporte une couronne, et les concours qu'on appelle crématites, donc ta crémata c'est l'argent, donc les concours où on remporte soit des objets, un ou des objets qui ont une valeur marchande, soit carrément de l'argent en monnaie, j'allais dire sonnante et trébuchante, mais il n'y a pas de trébuchet dans l'Antiquité, mais vous avez compris, en monnaie. Donc cette opposition entre les concours où on remporte une couronne et les concours où on remporte de l'argent, en fait, elle est un petit peu moins nette qu'on a bien voulu le dire. Visiblement, il y a des concours à couronne où on remporte aussi une bourse en argent. En tout cas, à l'époque impériale. Et alors, chaque concours, ça j'ai pas très bien compris, chaque concours se déroule dans différentes cités ou c'est chaque cité qui organise les 4 concours? Alors, la plupart des concours les grands concours dont on parle ici, la plupart sont sont gérés par une cité. Olympie, le concours olympique, est initialement géré par la petite cité de Pisa, qui est légèrement au sud du site d'Olympie. Et à partir de 590, cette petite cité de Pisa, elle est conquise par Élis. Et à partir de cette date, c'est la grande cité située au nord-ouest du Péloponnèse d'Élis qui va organiser et garder la mainmise sur les concours olympiques. Donc en général, les grands concours sont gérés directement par une cité organisatrice. Il y a une grande exception, c'est le cas des concours pythiques, qui sont gérés en fait par un consortium de cités qu'on appelle d'un nom un peu barbare l'Amphiktyonie Piléodelphique. Donc c'est un groupe de cités qui en fait gèrent ensemble à la fois le sanctuaire oraculaire et le concours.
en l'honneur d'Apollon Pythien. Mais la plupart des concours, des grands concours réguliers sont gérés par des cités, même s'il y a aussi des formes de concours qui sont plus irrégulières et qui ne sont pas gérées par une autorité publique. Hein. Il y a des concours funèbres, par exemple, qui peuvent être commandités par un particulier en l'honneur de l'un de ses proches, l'un de ses familiers qui est décédé. Par exemple, on a des concours qui sont organisés par des armées en campagne. Donc, quand une armée se déplace sur des très longues distances, il peut arriver qu'on autorise l'organisation d'une compétition pour la distraction et le délassement des soldats. Mais en règle générale, les concours réguliers qui sont, je dirais, attachés à un sanctuaire sont gérés par une cité. Et alors là, donc, on parle de pratiques compétitives du sport, mais du coup, est-ce que dans les différentes cités, le quidam moyen se mettait aussi en sport? Est-ce qu'ils allaient faire leur petit jogging le matin pour rester en forme? Est-ce qu'il y avait une pratique sportive individuelle chez les habitants de ces cités? Alors, oui, c'est compliqué de répondre de manière, je dirais, quantitative à la question. Pour le coup, on n'a pas une documentation qui nous permet de répondre de manière quantitative, mais de manière empirique, ce qu'on voit, c'est que le gymnase est quand même d'abord et avant tout fréquenté par les élites. Il est pensé comme un marqueur des élites. Dans le théâtre, dans les pièces de théâtre ou dans les plaidoyers, quand on veut caractériser dans les plaidoyers un adversaire comme quelqu'un qui est issu, je dirais, des beaux quartiers, des bonnes familles, on va dire que il a fréquenté la palestre. C'est une manière de dire qu'il a de l'argent, qu'il appartient à une famille argentée. Donc le gymnase est quand même malgré tout un lieu d'une forme d'entre-soi social, plutôt orienté vers les catégories les plus privilégiées. Donc tout le monde ne va pas faire son jogging ou ne va pas s'entraîner à la lutte ou au lancer du javelot tous les matins ou tous les 3 jours au gymnase. Les petits garçons, quand ils sont issus de familles qui ont de l'argent, vont au gymnase comme ils vont d'ailleurs auprès du professeur de musique ou de lettres à partir de l'âge de 6 ou 7 ans. Mais sauf que ce sont les parents qui payent les leçons. Or, le cas des fondations scolaires, ce sont les parents qui payent les leçons, et donc il faut avoir les poches un peu profondes. Si vous avez des garçons, mais que vous n'avez pas beaucoup d'argent, vos garçons, ils vont vous aider en fait à l'atelier, ils vont vous aider au chant, et ils n'auront probablement pas l'opportunité à cet âge-là ni d'aller au gymnase, ni d'y faire la démonstration éventuelle de prédisposition. La principale fenêtre qui s'ouvre pour les enfants, les garçons, les adolescents, les jeunes adultes qui sont doués, mais qui n'ont pas eu l'opportunité de s'entraîner, c'est le service militaire. Parce qu'au moment du service militaire, à la fin de l'adolescence, il y a une éducation athlétique, il y a une instruction athlétique qui est intégrée dans l'instruction militaire, en fait. Et donc, si vous êtes un redoutable boxeur alors que vous n'avez jamais boxé, si vous courez plus vite que l'éclair alors que vous ne vous êtes jamais entraîné à la course de sprint de stade ou de double stade, vous pouvez éventuellement être repéré par un entraîneur qui peut-être va vous prêter un peu d'argent et accompagner votre début de carrière en espérant que l'affaire prenne. Donc il y a, je dirais, des chemins de traverse pour mener une carrière athlétique, même quand on est d'origine modeste, mais je dirais l'idée d'un quotidien sportif généralisé ne fonctionne pas pour l'Antiquité. La massification du sport, c'est vraiment quelque chose qui est un phénomène qui date en fait de la deuxième moitié du XXe siècle, à proprement parler. Hein. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut qualifier un athlète à l'époque? C'est quoi un athlète? Un athlète, c'est quelqu'un qui accomplit un atlos, un aethlon, c'est-à-dire une lutte, un combat, un exploit, et c'est quelqu'un qui remporte des atlas, donc des prix. L'athlétesse, c'est celui qui va s'entraîner, s'inscrire dans une compétition en vue de d'affronter les adversaires et de remporter des prix. Et c'est une figure sociale qui surgit véritablement au VIe siècle, là aussi, c'est-à-dire que il y a un moment où les cités, de même qu'elles ont des médecins, des artisans, etc., accordent une place particulière dans le paysage social aux athlètes. Et donc, on commence à leur accorder, en tout cas aux champions, des privilèges particuliers. Il y a un type de poème, les Odes à la victoire, qui apparaît dans la deuxième moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ, sont des poèmes qui sont composés pour célébrer les victoires des athlètes. La statuaire athlétique émerge aussi dans le courant du VIe siècle avant Jésus-Christ. Les privilèges que j'évoquais tout à l'heure sont aussi des privilèges qui se mettent en place et qui progressivement se systématisent à cette époque-là. Comme on dit, c'est vraiment une figure sociale autonome. C'est-à-dire que un athlète, c'est quelqu'un qui se vit comme tel. Ça veut dire que dès le VIe siècle, on a des stèles
funéraire avec des individus qui ont été figurés, soit qu'ils en ont fait la demande avant de mourir, soit c'est à l'initiative de leur famille, qui sont figurés en athlète, avec éventuellement un élément d'équipement. On peut avoir un individu qui est figuré avec un gant de boxe, par exemple, pour indiquer qu'il était boxeur. Donc, il y a vraiment une mutation de ce point de vue-là, c'est-à-dire que l'activité des formes d'activité athlétique ont pu exister jusque-là ou auparavant, se cristallisent et il y a des individus qui se spécialisent dans ce type d'activité au quotidien et qui en font métier. Et alors, on nous demande justement dans le chat, ces individus, c'était seulement des hommes libres ou est-ce qu'on pouvait retrouver des esclaves? Alors, il faut répondre en deux temps. Initialement, ce sont des hommes libres et même essentiellement des citoyens de la cité considérée, parce que le sport est pensé comme un élément de construction de l'idéal civique. Ça permet de développer un certain nombre de vertus qui sont pensées comme propices à l'exercice de la citoyenneté. En très longue durée, ça reste vrai. Ça reste vrai, c'est-à-dire qu'en gros, le sport est un phénomène qui est lié à la vie à la grecque, et donc la vie des hommes libres. Mais en fait, on a quelques traces, notamment à l'époque impériale, de compétitions où les esclaves étaient visiblement autorisés. On a même un règlement d'une compétition sous l'Empire, en Asie, en Pisidie, à Mystique Pisidie, qui intègre la possibilité qu'un esclave remporte une épreuve et qui indique qu'il devra reverser à ce moment-là un quart de son prix à ses concurrents. Et donc, ça veut dire qu'on autorise dans ce concours-là des esclaves, mais que malgré tout, on continue de marquer par une forme de séparation, une hiérarchie symbolique dans le statut entre le concurrent libre et le concurrent esclave. Donc, mais en gros, pour répondre à la question, à l'échelle de l'ensemble de l'Antiquité, c'est vraiment une pratique qui est associée à la vie libre, avec des exceptions. Tu disais tout à l'heure, c'est principalement des athlètes qui vont se présenter, puis si jamais ils ont du succès, ils sont un peu repris par leur cité, mais admettons, est-ce qu'une cité peut tenter de faire un transfert comme ce qui se passe actuellement? Est-ce que s'il y a un Kylian Mbappé pas loin, on peut se dire, lui, peut-être qu'on pourrait réécrire son histoire et l'amener vers chez nous? Ah, mais c'est une très bonne question. Il y a un commerce des passeports. Il n'y a pas de passeport dans l'Antiquité, puisqu'il n'y a pas de pièce d'identité hors des temps de guerre avec des sauf-conduits, mais il n'y a pas de passeport, mais il y a un commerce des passeports. Donc on a des traces notamment de la part de tyrans de Sicile, à l'époque classique, de tyrans qui règnent sur des cités siciliennes, Syracuse parmi d'autres, qui ont engagé des démarches auprès de champions pour les faire changer de nationalité. Et donc, on a des cas d'athlètes à qui on a proposé de l'argent, parfois des jeunes athlètes, parfois des athlètes déjà plus confirmés, à qui on a proposé de l'argent en échange d'un changement d'ethnique, donc d'appartenance civique. Et tous les cas se présentent. On a des cas d'athlètes qui ont refusé. On a des cas d'athlètes qui ont accepté, on a des cas d'athlètes qui ont accepté et qui ont été sanctionnés par leur cité. Il y a un bon exemple qui est le cas d'Astylos de Crotone, qui était un coureur originaire, donc Crotone, qui est une cité grecque de Calabre, donc d'Italie du Sud, dans le talon de la botte italienne. Astylos, il a été champion olympique à la course au stade et au double stade en 488. Et après, entre 488 et 484, le tyran de Syracuse l'a convaincu de changer de cité. Il est devenu syracusain, donc. Et donc, en 484 et en 480, il a remporté une série d'épreuves dans les deux cas, sous la bannière, si on veut, syracusaine. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Du côté des Crotoniades, ses concitoyens, ils n'étaient pas contents. Ils ont transformé sa maison particulière privée en prison et ils ont brisé la statue qu'ils avaient érigée à son effigie dans un sanctuaire qui est situé à l'est de Crotone, sur une péninsule qui s'appelle le sanctuaire d'Héra Lacinienne. Donc, ce qui est intéressant avec cette anecdote, c'est qu'à la fois, ça nous montre que quand on achète un athlète, on l'achète parce qu'il a déjà fait la démonstration de son excellence. Astylos, quand il a acheté, il est déjà champion olympique. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que la plupart des cas parvenus jusqu'à nous d'achat d'athlètes sont des cas qui sont le fait de tyrans, probablement parce que seuls les tyrans avaient la marge de manœuvre financière, la trésorerie qui leur permettait ce type d'opération. On sait que dans la plupart des cités, le trésor public en fait a très peu d'argent, il y a très peu de ressources qui sont disponibles et qui ne sont pas déjà préaffectées à une dépense particulière, à un objectif particulier. Les cités, d'ailleurs, font souvent des demandes d'impôts extraordinaires ou de prélèvements extraordinaires ou de souscriptions ou d'emprunts publics quand elles ont à affronter des dépenses qui sont inattendues parce qu'il n'y a pas d'argent, il y a souvent peu d'argent en fait
en stock. Et donc les tyrans avaient cette particularité, donc ils pouvaient mobiliser en fait dans les cités qu'ils gouvernaient plus facilement des liquidités. Et en même temps, quand on voit la réaction de Crotone, ben, on voit que visiblement c'était une pratique qui était perçue comme fondamentalement déloyale. Voilà. Ouais, fallait pas pouvoir espérer revenir tranquille 4 ans après, quoi. C'est pas neutre, c'est pas neutre, et c'est intéressant parce que cette affaire des tyrans, on la retrouve en fait aujourd'hui avec les pétromonarchies et les pétromonarques hein, qui achètent, je dirais, avec des contrats mirobolants, des athlètes qui pour le coup sont souvent des profils d'athlètes en deuxième partie de carrière, donc il y a une grosse notoriété et dont on tire en fait la carrière pendant 2, 3, 4, 5 ans alors qu'elle se serait déjà finie au plus haut niveau en Occident, en Europe ou aux États-Unis. Et donc on voit ça, et c'est intéressant parce que de nouveau il y a un contexte politique. C'est-à-dire de même que les pétromonarques font ça alors qu'il n'y a pas de culture politique localement et d'éducation sportive comme il peut y en avoir dans les pays occidentaux aujourd'hui, de la même manière les tyrans grecs font ça précisément et peuvent le faire parce qu'ils sont dans une position de pouvoir qui est atypique. On n'est pas dans des régimes oligarchiques ou démocratiques, enfin aristocratiques ou démocratiques. Si t'achètes un athlète et que le gars est pas vraiment performant, il se passe quoi? Ils s'asseyaient sur leur sous ou il y avait peut-être des représailles derrière ou... Alors, on n'a pas de cas comment dire, une possibilité qui n'est pas documentée. Donc, ce serait difficile de dire, mais a priori, les tyrans, quand ils font ce type de démarche, misent de l'argent sur un athlète qui est déjà de très très haut niveau, mais qui est encore en début de carrière. On le voit avec Astylos. Il est acheté après sa première victoire olympique et il a encore devant lui 8 très bonnes années, puisque en 484, il remporte un titre à la course de stade et de double stade, si je ne dis pas de bêtises, et en 480, à la course de stade, de double stade et à la course en armes. Donc c'est quelqu'un qui, dans les 8 ans qui ont suivi, a été encore au plus haut niveau. Donc on peut imaginer que les tyrans ne mettaient de l'argent, soit que sur des athlètes qui étaient très prometteurs à la fin de l'adolescence, soit des athlètes déjà qui avaient fait la manifestation de leur excellence au tout début de leur carrière d'adulte. Voilà. Mais non, pour le reste, donc je ne peux pas répondre à la question sur le fond. On n'a pas de texte qui évoque un athlète qui aurait été acheté à prix d'or puis qui aurait été décevant. Alors, tu nous as cité un certain Crotone. Toi, tu as bossé sur un autre Crotone, Milon de Crotone. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu le profil de ce type? Oui, alors c'est un lutteur qui a été multiple champion olympique, un titre de champion olympique comme enfant. Et 6 titres comme adulte, et puis il a remporté des ribambelles de titres dans les autres concours, Pitti, Kismik, Néméen, et probablement dans toute une série d'autres compétitions. Donc il est d'abord connu pour ça, pour ce palmarès exceptionnel. Ça, c'est le premier élément. Je me suis intéressé à lui parce qu'en fait, c'est le premier athlète de toute l'histoire, en fait, de l'Antiquité, mais donc de toute l'histoire, dont on puisse esquisser une forme de portrait biographique. Avant lui, on n'a pas assez d'informations sur les quelques athlètes qu'on connaît au VIe siècle pour je dirais, tenter l'exercice. Avec Milon, on peut. Il est né vers les années 550. Il est mort, a priori, dans le cadre de la guerre civile qui a frappé Crotone vers 510-509, qui a opposé les pythagoriciens. Et Milon appartenait à la communauté pythagoricienne. On parle parfois de secte pythagoricienne. Il y a eu une guerre civile qui a opposé les pythagoriciens à leurs adversaires politiques à Crotone. Et il est mort probablement dans l'incendie criminel de sa cité. A été pythagoricien parce qu'il avait épousé une des filles de Pythagore qui s'appelait Mia. Donc c'est le Pythagore qu'on connaît tous, c'est ce Pythagore-là, Pythagore de Samos, qui s'est installé en fait à Crotone pour y fonder une communauté. Et c'est d'ailleurs Pythagore probablement qui est à l'origine de la diététique particulière que Milon a suivi, mais on en reparlera peut-être plus tard, mais qui est une diététique notamment à base de viande. C'est la première diététique, on dirait protéinée aujourd'hui, mais diététique carnée, athlétique de l'histoire. Donc il est connu à la fois pour son palmarès, il est connu pour son insertion dans la je dirais, vie des pythagoriciens à Crotone, et puis il est aussi connu pour toute une série d'exploits. Exploits militaires, exploits physiques, exploits alimentaires. Donc on lui prête d'avoir dirigé la phalange, donc l'armée d'infanterie de sa cité, dans la guerre contre la cité voisine de Sybaris, toujours donc au sud de l'Italie. Il aurait mené ce combat habillé en Héraclès, avec une peau de lion et une massue en guise d'arme. Alors dit comme ça a l'air ridicule ou improbable. En fait, c'est pas si improbable que ça. On a, au fil de l'histoire militaire du monde grec et du monde romain aussi d'ailleurs,
on a un certain nombre de cas de ce qu'on appelle des épiphanies militaires, c'est-à-dire c'est une manœuvre stratégique qui consiste en fait à habiller un ou plusieurs soldats avec une tenue qui donne le sentiment qu'il s'agit d'une divinité qui vient aider l'armée de la cité considérée, et l'objectif étant bien sûr de semer le doute, la peur, voire l'effroi dans l'armée adverse. Donc il faut imaginer que Milon, champion olympique de lutte, était probablement quelqu'un qui avait un physique déjà extrêmement imposant. C'était quelqu'un qui avait un corps sans doute assez massif, ce qu'on appellerait en Bretagne une marmule, donc quelqu'un de très costaud, et donc habillé en Héraclès, avec une peau de bête, avec une grosse massue, il a probablement, je dirais, produit son petit effet, en tout cas sur certains des soldats des premiers rangs de l'armée adverse. Et en tout cas, Croton a remporté l'affrontement et la guerre et a détruit la cité de Sybaris. Donc il est connu pour cet exploit militaire, et donc il est un bon exemple aussi de liaison en fait entre l'exploit sportif et l'exploit guerrier, qui est un élément récurrent qu'on trouve dans l'histoire du sport dans l'Antiquité. Et puis il est connu pour toute une série d'exploits physiques qu'on lui prête, le fait d'avoir consommé un bœuf entier en un seul repas, le fait d'avoir porté sa propre statue à Olympie jusqu'à sa base et de l'avoir déposée sur sa base. Et donc à chaque fois, ce sont des exploits qui sont en fait, si on les examine, je veux dire dans leur matérialité la plus stricte, qui sont impossibles à réaliser, qu'on ne peut pas reproduire, mais qui malgré tout ont un sens. Tous les exploits, si on regarde, renvoient à des éléments de la préparation athlétique. Avant justement d'enchaîner sur la diététique, parce que tu l'as évoqué, t'as lâché un petit truc, t'as dit il a remporté un concours pour enfants. Oui, alors donc les concours, la plupart des concours ne sont que des concours masculins. Il y a quelques concours féminins, mais on en reparlera peut-être. Mais donc, le concours masculin, et il y a à Olympie 2 catégories. La catégorie garçon, donc 12-18 ans. En fait, il faut avoir pour pouvoir rentrer dans la catégorie adulte, homme, il faut avoir 18 ans ou être dans sa 18e année. Les textes autorisent les deux interprétations. Donc on a 2 catégories d'âge, 12-18 et 18 jusqu'à la retraite, si on peut dire, sportive. Ça, c'est à Olympie, et ça a été comme ça durant toute l'Antiquité. Et dans d'autres compétitions, on voit, notamment à l'époque hellénistique, une augmentation du nombre de catégories enfantines, avec parfois non pas une catégorie enfantine, mais 2, parfois 3, et jusqu'à 5 catégories enfantines, ce qui permettait probablement 2 choses. D'une part, ça augmentait, je dirais, l'équité entre les concurrents, et ça permettait aux jeunes de 12 ou 13 ans de s'engager, parce que sinon, à 12 ou 13 ans, si on s'engage dans un concours de boxe contre quelqu'un qui en a 17 ou 18, la probabilité de l'emporter dans un système où il n'y a pas de catégorie de poids est quand même très faible. Donc ça permettait probablement de faire venir davantage de jeunes concurrents dans les compétitions, et ça permettait aussi de distribuer un plus grand nombre de titres, en fait. Un peu comme aujourd'hui au cyclisme ou natation, où si on n'est pas spécialiste de cyclisme ou de natation, on n'arrive plus à savoir le nombre de catégories et de sous-catégories des disciplines qui font l'objet d'épreuves olympiques ou en championnat du monde d'ailleurs. Donc il y a une démultiplication du nombre d'épreuves qui permet en fait d'une certaine manière de diffuser la culture du sport en question plus largement. Alors, du coup, tu l'évoquais, Milon de Croton, il suivait un régime alimentaire particulier. Les athlètes, en général, se devaient d'avoir un régime alimentaire en particulier ? Oui, alors on voit apparaître ça aussi donc, dans le courant du VIe siècle, ce qu'on appelle l'anankophagia, donc littéralement le fait de un régime alimentaire de nécessité. L'ananké, c'est le fait de faire quelque chose par nécessité, par besoin, par obligation, donc pas, comme on dit, pas par plaisir. Donc l'alimentation des athlètes est une alimentation fondée sur le principe de l'obligation. On se force à manger. On se force à manger, et on se force notamment à manger beaucoup de viande. Et la viande est aussi présente chez les athlètes qui ne sont pas censés prendre de poids. J'entends les coureurs notamment, qui vont malgré tout aussi manger de la viande, parce que la viande sert d'une part à prendre de la masse pour les lutteurs, les boxeurs, les pancratias, mais elle sert aussi, elle est pensée comme un carburant de l'effort efficace. Il y a cette idée que la viande est un aliment qui va rester dans le corps plus longtemps, et donc il y a une hiérarchie des viandes. Le cochon est considéré comme une viande qui est supérieure aux autres, parce qu'il y a cette idée que la viande de cochon est une viande qui est pensée comme collante, gluante, au sens où quand on la mange, elle va rester dans le corps, elle va résister à la dissipation, et donc elle va rester avec soi plus longtemps, et donc elle va permettre de maintenir un effort important
en plus longue durée. Donc on mange beaucoup de viande quand on est athlète et on mange beaucoup de pain, ce qui est une vraie singularité parce que le régime commun des Grecs, alors n'est pas un régime végétarien au sens où on entendrait, pas de manière systémique, mais est un régime à dominante végétale. La plupart des Grecs mangent un petit peu de poisson et un petit peu de viande, mais en très petite quantité. Les estimations de consommation de viande parvenues jusqu'à nous, à partir des documents dont on dispose des viandes consommées lors des sacrifices, et on fait des extrapolations, on est autour de 2 kg par an et par personne, ce qui est très peu. Hein. Aujourd'hui, en France, on serait plutôt autour d'une soixantaine de kilogrammes par viande et par an et par personne. Donc on est avec les athlètes, la consommation de viande est doublement étrange, c'est-à-dire qu'elle est à la fois une nouveauté du point de vue de la préparation athlétique. On intègre l'alimentation comme un paramètre de la performance. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que ça situe les athlètes un peu en marge de la société parce qu'ils sont perçus comme des mangeurs atypiques, anormaux, dans le sens où eux mangent beaucoup de viande alors que les autres en mangent très peu. Et l'exploit de la bouffagia, donc l'exploit du repas consistant à manger un bœuf entier en un seul repas, bah, il fait écho à ça. C'est-à-dire que cet exploit, il est invraisemblable. Même un petit bœuf, ça fait peut-être 200 ou 250 kilos. Alors là-dedans, il faut enlever les os, d'accord, mais même si on garde l'idée qu'il y a 100 kilos de viande, personne ne peut consommer 100 kg de viande en un seul repas. C'est impossible du point de vue anatomique, physiologique, etc. Donc c'est dangereux même. Même si on y arrivait, ce serait dangereux pour la santé. Et donc cet exploit qui est improbable, il est prêté à Héraclès, qui est la figure tutélaire des athlètes, et il est prêté à un certain nombre de champions. C'est le cas de Milon, c'est le cas aussi par exemple de Théogénès de Thasos, qui est un boxeur du début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et encore une fois, en tant que tel, l'exploit est invraisemblable. Donc on peut commencer par faire le constat de dire voilà, ça n'est pas possible. Mais sauf que quand on a fait ça, il faut comprendre pourquoi est-ce que si c'est pas possible, qu'est-ce qui amusait les anciens, qu'est-ce qui faisait sens à leurs yeux, dans le fait de raconter cet exploit. Et ce qui fait sens, c'est que ces exploits, précisément, ils situent les athlètes à part. Il les positionne en marge de la société comme des êtres d'exception. Et puis aussi, cette suralimentation à base de viande, c'est une manière de rendre intelligible l'exploit. Ça explique la force dont ces athlètes sont capables de faire preuve dans le cadre de l'affrontement athlétique. Et puis il y a un troisième niveau qui est cette idée en fait que même le repas devient un affrontement. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que de même qu'on est fort dans l'affrontement athlétique, on est fort dans l'affrontement de l'assiette, si on peut dire les choses ainsi. On est capable d'affronter un gros morceau de viande que d'autres ne pourraient pas affronter. Et donc il y a aussi cette dimension-là. Mais donc oui, Milon est une des toutes premières figures, la première en fait, qu'on ait crédité de ce type d'exploit alimentaire et de ce type de diététique. Et c'est probablement Pythagore qui a développé dans sa pensée philosophique une réflexion assez poussée sur l'alimentation qui est à l'origine de cette idée. Dans la communauté pythagoricienne, il y a une hiérarchie en fait. Ceux qui sont au sommet de la communauté, on va dire ceux qui sont les plus avancés dans l'initiation, sont végétariens pour le coup, refusent le principe du sacrifice sanglant et ne mangent pas de viande du tout. Mais Pythagore, en tout cas les textes qui rapportent la pensée pythagoricienne nous disent que Pythagore avait développé une pensée nuancée et il distinguait entre ceux qui ne devaient pas manger de viande et refusaient le sacrifice sanglant et ceux qui, sous l'effet de la nécessité, les paysans, les athlètes, devaient manger de la viande parce que c'était là qu'on trouvait, je dirais, la plus grande source d'énergie. Et donc Milon, il s'est inscrit dans cette logique qu'on voit ensuite perdurer, c'est-à-dire que le principe de la diététique carnée, c'est un principe qui est stable ensuite au fil des époques de l'Antiquité. Il n'y a pas de moment véritable où les athlètes se sont dit la viande ça sert à rien. Aujourd'hui par exemple il y a des débats dans le monde contemporain, même dans le bodybuilding, il y a des débats sur l'utilité de la viande. On sait que ce qui compte c'est de manger des protéines, principalement des protéines parce que le corps n'est pas capable de fabriquer lui-même des protéines. Donc il faut en ingérer pour pouvoir anaboliser, donc pour pouvoir fabriquer en fait du muscle. Donc c'est un besoin musculaire, mais on n'est pas certain qu'il faille des protéines d'origine animale. Et il y a même probablement dans tes abonnés des gens qui ont sans doute peut-être lu beaucoup plus que moi sur le sujet et qui pourront dire même qu'on est même presque certain qu'il y a des effets négatifs à la surconsommation de viande. Voilà.
En tout cas, je suis rassuré de savoir que durant nos réunions de famille, on peut se considérer comme un athlète quand on se mesure aux autres pour finir le plus d'assiettes possible. Voilà. Alors, ce régime alimentaire, il fait partie finalement de l'entraînement de l'athlète. C'est quoi les autres façons de s'entraîner justement pour un athlète? C'est quoi leur routine? Oui, alors en fait, oui, c'est ça. Le principe, c'est qu'il y a le mode de vie athlétique, il est fondé sur 4 paramètres. Deux paramètres qui consistent à ingérer de l'énergie ou à stocker de l'énergie, c'est l'alimentation et le sommeil. Donc les athlètes sont censés beaucoup dormir. Et il y a 2 paramètres qui sont supposés affecter le niveau d'énergie négativement, c'est l'exercice et c'est la vie sexuelle. Et donc, le mode de vie athlétique, les règles que devaient suivre les athlètes, affectaient ces 4 éléments. Donc l'alimentation, le sommeil, l'exercice et la vie sexuelle. Alors du point de vue de l'exercice, il y a 2 grands types d'exercices en fait, ou d'ateliers en fait athlétiques. Il y a des exercices plutôt génériques qui sont pratiqués par tous les athlètes, si on veut, des exercices qui développent ce que nous on appellerait la condition physique. Ça peut être monter à la corde, ça peut être pratiquer toute une série d'exercices, du fractionné par exemple, travailler avec des poids. Ça peut être des exercices comme l'ekplétrisme, ce que les Grecs appellent l'ekplétrisme, c'est un exercice qui consiste à faire des fractionnés sur une distance initiale d'1 plètre, donc une 30aine de mètres, et ensuite on raccourcit en fait la distance jusqu'à ce que ça ne fasse plus qu'un pas, quoi. Voilà, donc ça c'est un exercice de fractionné qui existe dans les gymnases. On a un autre exercice qui s'appelle par exemple le pythilisme, qui consiste à faire une marche en utilisant les bras en sens, comment dire, de manière inversée l'un par rapport à l'autre, en avant et en arrière. Donc il y a toute une série comme ça d'exercices qui sont des exercices de renforcement en fait physique, tout simplement. Et puis après il y a des exercices spécifiques, techniques qui sont propres à ce moment-là à chaque discipline et qui vont impliquer, je dirais, un cadre matériel qui ne va pas être tout à fait le même. On sait que les lutteurs, par exemple, quand ils travaillent des mouvements qui impliquent beaucoup de chutes, vont travailler éventuellement dans des espaces, voire des salles qu'on a couvertes avec une terre meuble ou une forme de sable, mais en fait c'est de la terre en fait battue, ameublie et comment dire, tamisée de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de cailloux qui fassent mal quand on tombe dessus. On sait que les boxeurs à l'Hippocratias travaillaient avec des sacs de frappe, par exemple. Sacs courts pour les boxeurs, sacs longs pour les Pancratias, parce que ces derniers mettaient des coups de pied. On sait qu'il y avait des types de gants, parmi les formes de gants de boxe. Il y a une forme de gants d'entraînement que les Grecs appellent les sphaerai, donc en français les sphères, les boules, si on veut, qui ont une forme en fait arrondie comme ça, qui sont en fait des poches de cuir rembourrées, avec lesquelles on s'affronte avec l'idée que du coup les coups seront moins contondants et donc on se blessera moins. Soi-même les mains et on blessera moins son adversaire et donc on peut s'entraîner, donc c'est ce qu'un boxeur aujourd'hui appellerait du sparring, hein. Donc on sait qu'il y a ce type d'exercice de mise en situation, de mise de gants en fait, qui permet aux boxeurs et aux pancratiastes, le cas échéant, de s'entraîner, même si en général les pancratiastes pratiquaient le pancras sans gants, puisqu'il fallait pouvoir saisir en fait, il fallait pouvoir frapper, mais il fallait aussi pouvoir saisir. Donc les gants n'étaient pas très pratiques dans ce contexte technique-là. Donc pour répondre à ta question, 2 grands types d'ateliers. D'une part, des ateliers plutôt centrés sur la condition physique en général, et d'autre part, des ateliers plutôt centrés sur l'acquisition technique. Alors, manger, dormir, il y a une partie du chat qui se retrouve dans cette description et qui apparemment est très heureuse de se considérer comme des athlètes, ou en tout cas des semi-athlètes. Donc tu disais, il y a manger, dormir, faire de l'exercice et la vie sexuelle. Oui, on a de nombreux textes, très tôt d'ailleurs, qui, je veux dire, dès le 6e, 5e siècle, on a des traces de l'injonction à l'abstinence sexuelle. La vie sexuelle était pensée comme un élément, une activité qui était synonyme de perte d'énergie. Tout simplement parce que la semence masculine est pensée comme un sang cuit, et donc avoir une vie sexuelle, c'est perdre du sang, et donc c'est perdre en fait de l'énergie, de la force, de la vitalité. Et donc on est censé en fait être abstinent pour se préparer à une compétition. Et il y a un certain nombre d'athlètes anciens qui sont passés à la postérité pour avoir été particulièrement scrupuleux dans leur je dirais, pratique d'abstinence, de leur discipline sexuelle. C'est le cas, par exemple, de Dikos, qui est un pentathlonien, qui était très connu pour surveiller de manière très, très, je dirais, serrée, à la fois sa sexualité et même son exposition.
à des images sexuelles, par exemple. Donc les traités médicaux évoquent ça de manière assez nette, même si à l'époque impériale, par exemple sous la plume du médecin Galien de Pergame, au IIe siècle après Jésus-Christ, je dirais, le discours est un tout petit peu plus nuancé. Il y a cette idée finalement que il faut de tout un peu et que l'excès en tout est malsain. Il y a cette idée que malgré tout, il faut trouver une forme d'équilibre et qu'il y a des risques à l'abstinence sexuelle. Galien liste une série de risques, parmi lesquels le risque d'atrophie génitale, par exemple, qui serait consécutif à une abstinence sexuelle trop scrupuleuse. Voilà. Donc oui, on a des pratiques d'abstinence. Ceci dit, ça existe aussi aujourd'hui. Hein. S'il y a des amateurs de cyclisme ou de boxe aujourd'hui, ils doivent savoir qu'il y a un certain nombre de pratiques en la matière. Hein. Moi, quand je faisais de la boxe, avant une compétition, on était encouragé par le prévôt, enfin par l'entraîneur de boxe, à être abstinent. Et c'était pas dans l'Antiquité. Ouais, et on voit qu'il y a une partie du chat qui, du coup, ne veut plus être athlète, et d'autres qui regrettent de trop l'être, du coup. Mais, alors, justement, sur cette sexualisation, justement, est-ce qu'il n'y a pas une érotisation, quand même, de la figure de l'athlète ? Oui, alors c'est paradoxal, mais oui, on a des athlètes qui sont fortement érotisés de différentes manières. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'athlète est une figure érotique qui est perçue comme érotique par toutes les catégories. C'est-à-dire, il est perçu comme une figure érotique par les hommes adultes, et ça, c'est à l'origine d'un type de relation qu'on appelle la pédérastie dans l'Antiquité. Et puis, il est aussi perçu comme une figure érotique par les jeunes filles et par les femmes. Autrement dit, c'est une forme de modèle érotique qui dépasse de la manière les considérations de genre. La pédérastie, pour y revenir, donc c'est une forme de relation qui est pensée comme une relation de type, alors qui pour nous est très atypique, hein, et difficile à penser, et qui est une forme de relation qui se situe sur 3 niveaux. C'est une relation pédagogique, amoureuse, affective et sexuelle. De quoi s'agit-il? Il s'agit de relations entre des hommes adultes et des garçons adolescents, mais il faut avoir une approche large, je dirais, de l'empattement d'âge en l'occurrence, avec l'idée que des hommes adultes citoyens pouvaient accompagner l'entrée dans la citoyenneté et dans la maturité d'adolescents, et ça s'accompagnait d'une relation qui pouvait avoir une dimension affective, et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il y avait aussi une dimension sexuelle dans un certain nombre de ces relations. Ce que nous, on passe au prisme de la pédophilie, hein, spontanément, et donc on a, je dirais, un retrait par rapport à ce type de pratique historique, mais qui était une pratique qui était, il faut le savoir, valorisée par les Grecs. Et donc, les jeunes garçons et les jeunes hommes, notamment au gymnase, étaient regardés, hein, on allait au gymnase se rincer l'œil pour regarder les jeunes athlètes dans le plus simple appareil et admirer leur beauté plastique, le hâle de leur peau, leur musculature, etc. Justement, tu dis le plus simple appareil. Quelqu'un nous posait la question, est-ce que c'est vrai que les athlètes, ils étaient nus ? Alors, oui et non. Alors, ils ne le sont pas initialement. Dans les récits, dans les poèmes homériques, ils portent un périzoma, donc un pagne, une forme de petite tenue sur les hanches, en fait. Et à partir du VIe siècle, on voit se déployer de manière systématique. Donc, on va dire entre le milieu du VIe siècle et le début du Ve siècle, s'impose vraiment, se systématise la nudité athlétique. Donc, les athlètes s'entraînent dans le plus simple appareil. Je disais oui et non parce qu'ils sont dans le plus simple appareil et en même temps, il y a un certain nombre de dispositifs corporels qui viennent équilibrer ça. Ils sont parfois munis d'un suspensoire pénin, ce que les Grecs appellent une kynodesmé, donc littéralement une laisse de chien, parce que dans le langage argotique, le terme de chien sert à désigner le sexe masculin, ou le prépuce en particulier, ou le sexe masculin en général. Et donc, on ligaturait avec une lie de cuir de quelques dizaines de centimètres, donc le prépuce, et on ramenait en fait le sexe sur lui-même. L'objectif en fait de ce dispositif était de s'assurer de la continence des athlètes pendant l'entraînement ou le cas échéant la compétition. Il fallait éviter toute manifestation inopinée de désir en public parce que ça voulait dire être incontinent, ça voulait dire ne pas maîtriser ses affects, ses sentiments, son désir, et donc c'est d'être une personne qui n'était de toute manière pas éduquée. Et donc on a ce dispositif qui aide en fait à la continence qu'on peut penser comme un vêtement. C'est un lien de cuir. Alors c'est un vêtement minimaliste, on est bien d'accord, mais ça reste un vêtement. Et puis cette nudité, pardon, elle est aussi, je dirais, légèrement amoindrie par le fait que les athlètes pratiquaient l'onction et l'empoussièrement. Donc après cette dénudée, avant l'entraînement,
on soigne à l'huile d'olive, où on se fait aider par un camarade ou par son entraîneur pour soindre et se masser tout le corps à l'huile d'olive. L'idée, donc, c'est de préparer le corps à l'effort. Et après s'être oint, on s'empoussière. Et donc, il y a un art de l'empoussièrement à la manière grecque, avec toute une série de types de poussières qu'on va choisir en fonction de sa configuration corporelle personnelle. Si on a tendance à beaucoup suer, par exemple, on va prendre une poussière qui va diminuer la sudation. Si par contre on a tendance à pas suer du tout, eh bien on va prendre une poussière qui est réputée encourager ou déclencher davantage la sudation. Donc ça a cette fonction-là. Ça a aussi une fonction esthétique. Et on revient à la question de l'érotisation. La combinaison de l'onction et de l'empoussièrement avait pour effet de rendre les corps scintillants, luisants et scintillants. Et les Grecs aimaient ce luisant et ce scintillant. Et d'ailleurs, au-delà même du sport, hein. C'est vrai aussi en cuisine. On a énormément de recettes de cuisine où les aliments sont nappés au miel ou à l'huile d'olive. Cette logique du nappage, d'une certaine manière, elle est aussi appliquée au corps des athlètes. La poussière, elle a une autre fonction disciplinaire, enfin disciplinaire au sens d'une discipline particulière, qui est que pour les lutteurs et pour les pancratias, qui sont les deux disciplines où il y a des saisies, à la boxe, les corps à corps sont interdits. Hein. Dans la boxe antique, pas de corps à corps, pas de saisie. Mais dans la lutte et dans le pancras, il y a des saisies. Et pour s'assurer que les saisies soient de bonne qualité, on s'empoussiérait. Parce que sinon, si on était juste oint à l'huile, eh bien, on avait c'est encore très glissant. Et on a même un texte qui laisse entendre que dans certaines compétitions, les lutteurs avaient le droit d'empoussiérer leur adversaire, de manière à s'assurer qui n'était pas glissant. On a des problématiques comparables aujourd'hui avec la vaseline hein, dans les sports de combat, où la question de la quantité de vaseline mise sur les tempes peut faire l'objet d'une vérification par l'arbitre. Alors ces athlètes, on l'a dit tout à l'heure, participent à des concours, et donc dans ces concours, il y a un certain nombre de disciplines réparties en différentes catégories. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, donc il y a deux grandes catégories, et puis une espèce de catégorie intermédiaire. Les deux grandes catégories, c'est les sports lourds et les sports légers. Donc d'abord, la première chose à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de sport collectif en Antiquité. C'est ça, je dirais peut-être le premier constat à faire. On n'a pas de sport collectif. On a des jeux collectifs parfois, mais on n'a pas de sport collectif. Il y a une exception, c'est la course au flambeau. C'est une course en relais qui, elle, pour le coup, fonctionne de manière collective. Mais pour le reste, les sports sont individuels. Donc sport lourd, sport léger. Donc autrement dit, la distinction sport collectif, sport individuel qui est très importante pour nous, elle n'existe pas dans l'Antiquité. Pourquoi sport lourd ? Parce qu'il n'y a pas de catégorie de poids. Donc les sports lourds sont en fait essentiellement les sports de combat et puis aussi le lancer du disque. Les sports de combat parce qu'il n'y a pas de catégorie de poids, ça veut dire que vous n'avez qu'un seul champion olympique de lutte par Olympiade, un champion olympique de boxe, un champion olympique de pancrace. Vous n'avez pas de très nombreuses sous-catégories comme il peut y avoir aujourd'hui en boxe amateur et en boxe professionnelle, par exemple. Ou en lutte, c'est la même chose. Ou au MMA, d'ailleurs, qui est l'équivalent moderne du pancrace. Donc on n'a pas de catégorie de poids, ce qui fait que les athlètes qui s'orientent vers ces disciplines sont des athlètes qui ont des prédispositions physiques particulières. Il faut être en général relativement grand, large, massif, musculeux, assez lourd, parce que si vous faites 70 kilos, vous allez avoir quand même de la peine probablement à prendre le dessus sur quelqu'un qui en fait 120, surtout si c'est 120 athlétique. Donc du coup, on se rend compte que les athlètes de la lutte, de la boxe et du pancrace sont prioritairement des individus qui sont massifs. Et on le retrouve dans les images. Les scènes sur vase parvenues jusqu'à nous, qui nous montrent des lutteurs, des boxeurs ou des pancratias, nous montrent des individus qui sont soit tout simplement musculeux, soit musculeux et même très massifs, notamment pour les lutteurs. Et puis par opposition, on a les sports dits légers. Les sports légers, c'est en fait les courses et une série de disciplines qui sont en fait assimilables à des courses. Donc des courses, on a toute une série. La plus prestigieuse, la plus ancienne, c'est la course de stade. Donc le stade, c'est une unité de longueur en grec. Hein, stadion, c'est une unité de longueur. Ça désigne une distance de 600 pieds dans la plupart des cités. Sauf que d'une cité à l'autre, le pied ne mesure pas la même longueur. Chaque cité a son système de mesure. Ça veut dire que si on est champion de stade à Olympie, on n'a pas couru sur la même distance que si on est champion de stade à Corinthe, à Isthmia, à Delphes, à Némée, etc. Chaque cité a son stade. Le stade olympique est un des plus longs puisqu'il fait un petit peu plus de 190 mètres de long. Voilà. Et on a des stades qui sont plutôt autour de la 160aine. Donc il y a quand même un écart qui n'est pas négligeable. Si vous êtes un très 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 bon finisseur au sprint, par exemple, il vaut mieux courir sur un sprint long que sur un sprint plus court. Donc on a la course de stade, qui est une ligne droite d'un stade.
Et c'est aussi pour ça que le lieu du stade porte le nom de stade, hein. Donc le mot stadion en grec désigne à la fois l'unité de mesure, le lieu où a lieu la course et les épreuves sportives en général, et l'épreuve du sprint. On a le stade, on a la course dite de double stade. Les Grecs disent diolos, ça veut dire double flûte. Pourquoi? Parce qu'en fait, une course de double stade, c'est l'équivalent de notre 400 mètres, si on veut, en termes de distance, sauf que ça fonctionne très différemment. C'est un sprint aller sur une longueur d'un stade, puis un demi-tour autour d'un piquet en bois qui est fiché dans le sol, et une course au retour sur une longueur d'un stade. Autrement dit, un coureur de double stade, c'est quelqu'un qui doit à la fois pouvoir faire une accélération très très forte, ralentir, déraper sur la terre battue, faire un demi-tour et faire une deuxième accélération très très forte sur une deuxième distance. Et donc les coureurs de double stade avaient tous deux couloirs à leur disposition, le couloir aller et le couloir retour. On a dans quasiment toutes les compétitions, donc cette course de stade, de double stade, on a une course de quadruple stade qui, elle, n'existe que dans quelques compétitions. Elle n'existe pas, par exemple, à Olympie ou au concours Pythique, mais elle existe ailleurs. On a des formes de courses longues, qui sont des courses de demi-fond, qui, selon les concours et les cités, peuvent faire entre 7 et 24 stades de longueur. Donc encore une fois, on est sur un demi-fond. Pas de marathon, je l'ai dit au passage si jamais il y a un doute, hein. La course de marathon est une invention moderne, hein, pas de marathon dans l'Antiquité. Et puis donc en dehors de ces courses de stade, je dirais nues, on a aussi la course en armes, qui est une course qui est placée, en tout cas à Olympie, en dernier dans le programme des épreuves, qui est une course qui était initialement pratiquée avec protège tibia, avec Némite, donc un bouclier et un casque, et progressivement on a diminué le nombre d'éléments à porter pendant la course, mais c'est une course qui est placée en dernier dans le programme olympique, nous dit l'érudit Philostrate, pour marquer le retour à un régime diplomatique normal, en fait. C'est la fin de la trêve sacrée qui est censée marquer cette épreuve. C'est aussi une manière d'affilier les épreuves à l'exercice de la guerre, de nouveau. Donc on a cette course en armes, et puis on a le pentathlon, qui est constitué à la fois de sports lourds et de sports légers. Donc on a deux sports lourds dans le pentathlon, la lutte et le lancer du disque, et on a trois sports légers, le stade que j'ai déjà évoqué, le saut en longueur et le lancer du javelot. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est l'essentiel du répertoire classique, en sachant qu'après, il y a des variations. C'est-à-dire que on les mesure pas toujours très bien parce qu'on finalement on n'a pas les programmes complets pour toutes les compétitions connues de nous, hein, loin s'en faut. Puis il y a eu des centaines de compétitions à l'époque impériale. On considère qu'on a l'estimation basse nous dit à peu près 500 concours sous l'Empire. L'estimation haute nous dit à peu près 1 millier, bon an, mal an. Donc chaque année, les athlètes doivent choisir dans l'offre de compétition, dans une offre pléthorique. Ça veut dire que d'un concours à l'autre, il y avait des petites évolutions. J'ai évoqué tout à l'heure le règlement de Mystique Pisidie en Asie mineure, où on avait un esclave qui était censé, s'il était vainqueur, restituer 25% de sa prime. Dans ce même règlement est décrit une forme de pancrace qui est un pancrace sans saisie. Autrement dit, normalement au pancrace, on saisit, on désarticule, on projette et on frappe, pied-point. Et bien dans le pancrace local pratiqué dans ce concours-là, on nous dit qu'on ne s'empoussière pas et qu'on ne se saisit pas. Et autrement dit, on a un pancrace qui s'appelle pancrace dans le texte réglementaire, il porte ce nom-là, mais c'est une boxe pied-point à cet endroit-là, à ce moment-là. Et donc, il y a des variations. Il y a des variations locales et historiques. Il y a, toujours dans la question des sports de combat, il y a un sport de combat qui apparaît dans le dernier tiers du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui s'appelle le Pamakon, donc littéralement guerre totale, combat total. C'est un sport qu'on voit apparaître dans des documents où les autres disciplines existent. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est distinct de la lutte, de la boxe et du pancrace, puisqu'il existe alors que les autres disciplines sont aussi nommées. Mais on ne sait pas exactement en quoi il consistait. Il est décrit comme une discipline rustique, donc plutôt simple, pas très technique, autrement dit, et comme un sport qui n'était pas un sport de palestre, pas un sport de gymnase. Autrement dit, ça semble être quelque chose qui ressemble à une forme de combat, quelque chose qui ressemble à un art du combat appris dans la rue. Un peu comme aujourd'hui, on trouve... Le concours de baffe. Oui, c'est ça, il y a des formes de combat qui s'appellent le bare knuckle fighting, donc les combats à point nu, en fait, qui sont des combats de rue, en fait, mais organisés, avec d'individus qui décident de se rencontrer, il y a un petit public, tout ça est mis en ligne bien souvent, parfois avec beaucoup de succès. Et donc, il y a des formes de sports de combat qui sont un peu réglées, mais qui sont en fait
beaucoup moins réglés et technicisés que ne sont les sports de combat traditionnels. Bon, là, on sait qu'on a quelque chose qui semblait ressembler à ça, avec un individu qui peut dire qu'il n'est pas bon au pancrace, mais qui s'en sort bien au pamacone, par exemple. Autrement dit, il ne maîtrise pas bien le répertoire très raffiné des techniques du pancrace, mais il est plus à l'aise avec des choses moins, encore une fois, moins encadrées. On parle beaucoup de sport de combat, tu nous as parlé de la course en armes, justement, qui marque la fin de la trêve. C'est quoi le rapport, justement, le lien plutôt entre le sport et la guerre? Ben, il y a cette idée, les Grecs ont cette idée que le sport, c'est un avatar de la guerre. C'est-à-dire que c'est à la fois une activité qui va permettre de développer des savoir-faire ou des qualités qui seront utiles le moment venu au combat. Donc c'est une forme d'entraînement parmi d'autres qui aide à être un bon soldat. C'est-à-dire, déjà, on le retrouve dans les disciplines, hein. Finalement, si on regarde les savoir-faire qui sont cultivés dans les différentes disciplines que j'ai évoquées, c'est courir, comme un hoplite qui court vers la phalange adverse, c'est sauter, parce que parfois il faut escamoter un ruisseau, il faut escamoter un fossé, un trou dans la plaine où on combat, c'est lancer. On va lancer le javelot comme on lancerait la lance, même si ce ne sont pas tout à fait les mêmes armes, hein. C'est attraper, projeter, frapper, étrangler. C'est tous ces savoir-faire-là finalement qui sont développés dans les sports antiques, et ce sont des savoir-faire qui sont potentiellement utiles dans l'exercice de la guerre. Et puis il y a cette idée que les vertus développées dans le cadre de l'entraînement et des compétitions sportives sont malgré tout des vertus, là aussi, qui sont affiliées à celles qui sont attendues du soldat. On a une formule qui, dans le champ athlétique, la couronne ou la mort, qui résume cette idée qu'un bon lutteur, un bon boxeur, un bon pancratias doit être quelqu'un qui est prêt à faire au stade le sacrifice de sa vie plutôt que d'accepter la défaite. Alors, c'est une formule qui, en fait, ne restitue pas complètement la réalité psychologique de la pratique sportive, puisqu'on a en fait très très peu de morts dans les stades dans l'Antiquité, ce qui veut dire que tout le monde ne faisait pas le sacrifice de sa vie à chaque fois qu'il risquait une défaite, donc il faut être bien clair sur ça. Et malgré tout, c'est une formule qui restitue une idéologie qu'on retrouve dans l'idéologie militaire, avec cette idée, la formule bien connue de revenir avec son bouclier ou dessus. Autrement dit, pourquoi avec son bouclier? Parce que ça veut dire qu'on a gagné et qu'on revient avec son bouclier. Parce que si on perd et qu'on revient, ça veut dire qu'on s'est enfui des champs de bataille et qu'on a lâché son bouclier pour courir plus vite. Et donc la formule revenir avec son bouclier ou dessus son bouclier, c'est une formule qui, de certaine manière, est l'équivalent militaire de la formule la couronne ou la mort. Et autrement dit, il y a cette idée que un athlète doit être courageux, doit faire preuve d'abnégation, d'endurance, d'esprit de sacrifice, et puis aussi toute une série de considérations pratiques. Résister à la soif, par exemple, c'est un élément qui est utile aux athlètes comme aux soldats. Être capable d'affronter une bourrasque et se prendre de la terre battue dans le visage et ne pas s'arrêter de combattre pour autant. Être capable de gérer efficacement le soleil. Les armées gèrent la question de leur position par rapport au soleil, et les lutteurs, les boxeurs, les pancratias aussi. L'objectif est d'avoir le soleil toujours derrière soi. Alors on parle en boxe aujourd'hui ou en MMA de shadowboxing, quand on boxe contre son ombre, quand on boxe tout seul, sauf qu'en général on boxe dans des enceintes qui sont fermées la plupart du temps aujourd'hui. Dans l'Antiquité, le shadowboxing ça existe, ça s'appelle d'ailleurs la schiamachia, donc c'est vraiment l'idée d'affronter sa propre ombre, sauf que pour le coup on le fait vraiment, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir le soleil derrière soi. Donc on a son ombre sur son axe d'attaque, et donc littéralement on frappe sa propre ombre, parce qu'il faut apprendre à gérer le paramètre du soleil. Donc la soif, le soleil, la poussière, tout ça sont des paramètres que les soldats doivent aussi savoir maîtriser. Autrement dit, il y a beaucoup de points communs, et on le retrouve d'ailleurs dans le nombre assez élevé d'athlètes qui sont devenus chefs de guerre ou qui sont crédités d'exploits sportifs. On a aussi des épitaphes qui combinent les deux types d'exploits. Des individus qui vont être célébrés après leur mort, à la fois pour leurs exploits. On va avoir une épitaphe qui fait 3 ou 4 lignes, qui va célébrer des éléments d'un palmarès athlétique et en même temps des éléments qui relèvent de victoire, l'arme à la main. Et ça nous dit bien l'immixtion en fait entre les deux, la combinaison, la proximité en fait entre la culture athlétique et la culture guerrière, qui sont vraiment il y a une situation de sororité entre les deux. On a des questions très terre à terre, mais intéressantes, qui nous demandent par exemple, est-ce qu'il y a eu des faits connus de triche, des faits qui ont été documentés? Oui, on a d'abord des mauvais gestes, il y en a qui sont figurés.
Mais ça, c'est de manière théorique. On va avoir une scène sur vase avec on a une amphore panathénaïque avec un Pancratias qui attrape le bras droit de son adversaire et qui le mord, comme ça. Ça, c'est un geste interdit, mais qui est figuré de manière théorique sur une image. On a un fragment de groupe statuaire avec un individu qui est en train de se faire arracher l'œil par son adversaire et le doigt est littéralement dans le fragment statuaire, inséré complètement dans le globe oculaire. Mais donc, pour parler de cas plus concrets, on a plusieurs dossiers qui sont intéressants. Le dossier le mieux documenté, c'est le dossier de ce qu'on appelle les Dzan. Les Dzan, c'est les statues de Zeus. Dzan, ça veut dire Zeus en dialecte de la cité d'Élis, la cité qui organise les concours olympiques. Les Dzan, ce sont des statues en bronze à l'effigie de Zeus qui ont été érigées dans plusieurs endroits sur le site d'Olympie, mais notamment sur l'allée d'accès au stade. Donc si l'un ou l'autre d'entre vous est allé déjà à Olympie, il a vu des bases statuaires à main gauche. Quand on se dirige vers ce qui reste du tunnel d'accès au stade d'Olympie, il y a une série de bases. Ces bases, dans l'Antiquité, elles portaient des statues de Zeus. Autrement dit, on avait des Zeus en bronze qui vous regardaient. Si vous arriviez vers le stade, vous étiez regardé par des Zeus en bronze. Ces statues, elles ont été érigées avec l'argent des amendes infligées aux athlètes tricheurs. Et Pausanias, dont je parlais tout à l'heure, le voyageur Pausanias, quand il a visité le site d'Olympie, raconte le contexte dans lequel les différentes statues ont été érigées, parce qu'elles sont accompagnées d'une inscription, ces statues sur leur base. Il raconte le contexte. Alors ça peut être parfois de la corruption. Le cas le plus ancien connu de nous, il date de 388, c'est le concours de pugilat de 388 avant Jésus-Christ. Il y a eu 4 concurrents qui ont été admis à concourir. Avec notamment un dénommé Eupolos qui a acheté ses 3 adversaires. Et il a été dénoncé, et il a été donc disqualifié et condamné à payer une amende, et ainsi que d'ailleurs ses 3 adversaires. Et parmi les 3 adversaires, il y a Phormion d'Halicarnasse qui était le champion olympique de pugilat en titre. Et donc on a 4 individus qui ont été admis à concourir et qui se sont mis d'accord contre monnaie. Donc Eupolos a essayé d'acheter la victoire et puis il a été dénoncé. Donc on a des cas de ce type. On a des cas aussi qui ne relèvent pas de la tricherie à proprement parler, mais on a un individu au 1er siècle après Jésus-Christ qui est arrivé en retard. À Olympie, on doit arriver 30 jours avant le début de la compétition. Et donc on va au gymnase d'Élis, et on va pas à Olympie, on va à Élis, et on va au gymnase d'Élis et on s'entraîne sous le regard des magistrats pendant 30 jours. Au bout de 30 jours, ou un peu moins, les magistrats décident si vous êtes admis à concourir ou pas, si vous avez le niveau requis pour pouvoir prétendre participer à la compétition. Et il y a un athlète qui est arrivé en retard, et qui a prétendu qu'il arrivait en retard parce qu'il avait subi des vents contraires dans les Cyclades, quand il avait traversé la mer Égée. C'est un athlète alexandrin. Et un de ses concitoyens d'Alexandrie, comme quoi on peut arriver de la même cité et pas être solidaire, l'a dénoncé en disant qu'en fait non, il arrivait d'Ionie, donc de cette région d'Asie mineure où il y a beaucoup de cités grecques, il arrivait d'Ionie et il était allé ramasser de l'argent dans des concours crématites, des concours à prix en argent. En Ionie, il arrivait en retard parce qu'il avait été un petit peu trop intéressé par l'argent et pas assez par la gloire. Et donc, il a été disqualifié. Voilà. Donc, on a des cas comme ça. Et puis, on a un document qui a été publié il y a quelques années à peine sur un papyrus. On a trouvé à Oxyrhynque, donc Oxyrhynchos, en Égypte, un contrat de corruption qui est daté très précisément de février 267 après Jésus-Christ, qui a lié l'entourage d'un jeune athlète, donc c'est le père d'un jeune athlète, avec les 3 adultes de l'entourage d'un autre athlète, qui sont probablement ses entraîneurs, son équipe, en fait. Et donc un contrat par lequel le garçon qui est accompagné par 3 entraîneurs accepte de perdre en finale d'un concours qui est probablement ce qu'on appelle les Mégala Antinoéia d'Antinopolis, donc un concours grec qui a lieu dans la cité d'Antinopolis, en Égypte, et il accepte de perdre contre argent. Le contrat nous dit quelle somme, c'est 3800 drachmes, et surtout le contrat de manière extrêmement détaillée énumère les clauses qui se mettront en œuvre si les choses ne se passent pas comme prévu. Si celui qui devait perdre fait tout pour perdre mais que ça ne marche pas comme prévu, ben, il aura l'argent. Par contre, s'il y a des raisons de penser qu'il n'a pas fait preuve de la bonne volonté requise pour se laisser chuter 3 fois, puisque un combat de lutte s'achève à la 3e chute de l'adversaire, quand vous avez fait chuter 3 fois votre adversaire sur les épaules ou le dos, s'il n'a pas chuté 3 fois et qu'il n'a pas été de bonne volonté, alors il y a des pénalités. Alors c'est un contrat qui est intéressant parce qu'il est en fait directement emprunté de formulaires contractuels qui sont connus de nous par ailleurs pour de toute autre question.
fait. Mais qui est littéralement, le contrat a été repris et adapté à ce cas de corruption. Alors, il est bien évident que ça ne pouvait pas être un contrat qu'on aurait pu produire ou faire valoir en justice, hein, par contre, c'est probablement un contrat qui aurait pu servir, le cas échéant, à un arbitrage, un arbitrage privé entre les parties, et qui a servi aux parties à finalement agréer un dispositif de corruption. Alors pourquoi est-ce qu'un athlète est prêt à payer une somme importante, et pourquoi est-ce qu'un autre athlète est prêt à sacrifier ses chances de gagner contre cette somme? Probablement parce qu'en l'occurrence, il s'agit de ce qu'on appelle un concours isélastique. Ce concours-là, c'est-à-dire c'est un concours qui était sur la liste des concours établis par l'empereur, qui donnait droit à pension. À l'époque impériale, il y a un certain nombre de concours qui, si vous êtes vainqueur d'une épreuve, génèrent le droit pour vous, dans votre cité, que votre cité vous verse mensuellement une pension. Aussi longtemps que le concours est sur cette liste, vous recevez cette pension. Donc, si le concours reste sur la liste toute votre vie, vous recevez cette pension toute votre vie. Donc probablement que l'un des athlètes était intéressé à mettre de l'argent sur la table pour gagner ce droit, et qu'un autre athlète préférait avoir l'argent dans la poche que le risque de perdre et de ne rien avoir du tout. Donc pour répondre à la question, oui, on a des cas de tricherie. Ça triche dans l'Antiquité comme ça triche aujourd'hui. La seule forme de triche qui n'existe pas dans l'Antiquité, c'est le dopage. Parce que pour qu'il y ait dopage, il faut qu'il y ait un interdit réglementaire sur un produit. Un produit dopant, c'est en fait un produit qui est interdit. Et il n'y a pas de produit qui soit interdit à la consommation dans l'Antiquité. Il y a des produits qui sont pensés comme des adjuvants de la performance. La viande est pensée comme quelque chose qui aide à la performance, sauf que tout le monde a le droit de manger autant de steaks qu'il le souhaite. On nous demande si on a une idée des compétences des athlètes de l'époque versus ceux d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des mesures, des trucs qu'on pourrait comparer? Oui, c'est un peu je dirais, c'est une des limites du sport antique, c'est qu'on a très peu de mesures. On n'a pas d'horlogerie de précision, donc en termes de vitesse, on ne peut pas faire de comparaison. On n'a pas de photo finish, on n'a pas ce genre de choses, parce qu'en fait, l'idée, c'était de gagner ici et maintenant. C'est-à-dire que l'objectif pour un athlète, c'était de remporter la victoire dans la compétition considérée. L'idée de marquer l'histoire avec une forme de record est une idée qui est peu présente dans le sport antique, même s'il y a l'équivalent, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire des choses qui n'ont pas été faites avant soi. C'est-à-dire, ça veut dire remporter un titre de plus que celui qui en a remporté le plus a remporté jusque-là. Ça veut dire, mettons, 4 titres olympiques alors que le meilleur n'en a remporté que 3. Ça veut dire des titres dans différents concours qui n'ont jamais été remportés par la même personne auparavant. Ça peut être remporté pour Théogénès de Thasos, le boxeur du début du 5e siècle, qui a été champion olympique à la boxe en 480 et au pancrace en 476. Il s'est mis à la course longue. Il a remporté 2 titres à la course longue, alors qu'en général, les athlètes lourds et les athlètes légers étaient très, très, très séparés. En tout cas, ceux qui étaient excellents dans les courses et ceux qui étaient excellents dans les sports de combat n'étaient pas les mêmes. Et lui, il a réussi à remporter dans 2 compétitions importantes, pas les plus grandes, mais 2 compétitions importantes, des titres à la course longue, parce que c'était une manière pour lui de dire, vous voyez, je suis aussi très bon, même si je fais du crossover, même si je change de discipline. On retrouve ça aujourd'hui, hein. Usain Bolt, qui a essayé, après sa carrière de sprinter, de faire du football. Il est passé par 3 clubs de foot différents, et puis ça n'a pas bien marché. Ça s'est même mal passé, je crois, pour son dernier contrat en Australie. Michael Jordan, qui après sa carrière au basket a essayé de se lancer lui aussi dans 3 clubs différents de baseball, et il n'a pas réussi à percer. Au début, il était dans la ligue majeure et puis dans la ligue mineure, et puis ça n'a pas fonctionné. Donc on a cette logique d'essayer de marquer l'histoire malgré tout, mais ça n'est pas une logique qui est très directement liée à la mesure, qui est un phénomène qui est beaucoup plus caractéristique du sport contemporain. Alors, tu nous parles de marquer l'histoire. Parmi les différents concours, celui qui a pu marquer l'histoire, c'est les fameux Jeux Olympiques, hein, puisque aujourd'hui, il y en a encore. Alors concrètement, comment ça se déroulait, cette compétition? C'était quoi le programme? Alors, ça dépend des époques, en fait. Donc, selon les époques, le programme du concours s'est déroulé sur 1 jour, 2 jours, 4 jours, 5 jours ou 6 jours. Donc, si on part de l'époque classique, voilà, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, le concours se déroule sur 5 jours. Donc d'abord, les athlètes arrivent une trentaine de jours avant la compétition à Élis. Au bout de 30 jours, ils sont admis à concourir ou pas. Donc les magistrats sélectionnent ceux qui sont admis à concourir ou pas. Ceux qui sont admis à concourir marchent d'Élis jusqu'à Olympie. Ce qui fait les estimations à partir du trajet qu'on pense être le trajet emprunté dans l'Antiquité sont de 58 km, donc ça prend à peu près 2 jours.
On marche pendant 2 jours. On arrive à Olympie et là, donc 5 jours, avec la logique générale est une logique de séparation des moments, on va dire, administratifs, si on veut, symboliques et rituels, et des moments sportifs. Premier jour, on commence par une prestation de serment. Donc les athlètes, leur entourage et leurs entraîneurs prêtent serment de ne pas violer les règles et de s'être entraîné correctement pendant les mois qui précèdent, 10 mois qui précèdent la compétition, conformément aux règles. Donc ils prêtent serment. Ça, c'est le premier élément. Les magistrats aussi prêtent serment, eux, parce qu'ils vont devoir distribuer les athlètes et pour les concours hippiques, les chevaux, dans des catégories d'âge. Donc on a, à Olympie, je le redis, on a les garçons 12-18 et les adultes, et pour les chevaux, on a les poulains et les chevaux adultes. Et ce sont les magistrats, en fait, qui décident de l'attribution. Si vous êtes un adulte, vous n'avez pas le droit d'aller chez les enfants, bien sûr. Et si vous êtes un enfant, d'abord, on doit s'assurer que vous l'êtes. Et éventuellement, si on pense que vous êtes un jeune adulte et que vous prétendez être un enfant, eh bien, on va regarder ça et vérifier, ou en tout cas décider, arbitrer en fonction de votre état physique, notamment, puisqu'il n'y a pas de carte d'identité qui puisse témoigner de votre date de naissance, pour vous ranger dans l'une ou l'autre catégorie. Donc, les magistrats prêtent serment. Et puis, il y a cette phase donc, de tri des athlètes et des chevaux, ce qu'on appelle la dokimasie, où on classe les athlètes et les chevaux. Et puis, il y a le concours qui apparaît au début du IVe siècle du héros et du trompette. Donc, on est dans un système qui ne connaît pas la sonorisation électronique. Hein. Donc, quand on a un stade avec des milliers ou des dizaines de milliers de spectateurs, on sait que le stade d'Éphèse, par exemple, qui est parvenu jusqu'à nous intégralement, presque intégralement, les 30 niveaux de gradins qu'on a aujourd'hui, qu'on peut voir, on peut s'asseoir sur ces gradins, on peut les mesurer. Si on compte 50 cm de largeur pour une place pour un spectateur, avec l'ensemble des gradins, 30 niveaux, on peut placer 30 000 spectateurs. Donc c'est une foule immense qui peut être rassemblée dans certains stades. Cette foule, il faut pouvoir s'adresser à elle, lui faire passer les informations fondamentales. Et donc là, il y a 2 acteurs. Le trompette, qui va jouer de la trompette pour faire le silence, et le héros, qui, quand le trompette a fait faire le silence, proclame ce qu'il a à dire. Ça peut être les noms des concurrents de la prochaine épreuve, ça peut être le nom du vainqueur d'une épreuve, par exemple. Et ce héros et ce trompette, en fait, ils sont recrutés par l'entremise d'une compétition. C'est-à-dire que le premier jour des concours olympiques, vous avez des trompettes qui se présentent, qui vont être comparées dans une compétition de trompettes, et on va choisir le vainqueur, qui va être le trompette, pendant le concours en question. Même chose pour le héros. Ça, c'est le premier jour. Et puis, le deuxième jour, ont lieu les courses hippiques et le pentathlon. Le troisième jour, donc pour les épreuves où il y a des épreuves enfantines, mais c'est pas le cas de toutes les épreuves, pour les épreuves où il y a des épreuves enfantines, on fait toujours passer les enfants d'abord et puis ensuite les adultes sur la même épreuve. Ça va. Troisième jour, on a une série de rituels, en fait. Une série de rituels, notamment ce qu'on appelle le grand sacrifice à Zeus, avec une procession à laquelle participent les ambassadeurs des cités tierces qui sont venus à Olympie pour l'événement, et qui arrivent avec des objets précieux qu'ils font défiler et qu'ils montrent. Donc on a une procession, et puis un sacrifice, qu'on ne connaît pas très bien, parce qu'en fait on n'a pas de texte qui le décrypte de manière détaillée. On a des textes sur les sacrifices dans d'autres cités, dans d'autres circonstances, donc on imagine en fait le sacrifice en vigueur à Olympie à partir de parallèles, mais voilà. On a d'autres rituels, notamment un rituel en l'honneur de Pélops, qui est un des héros qu'on crédite de l'invention des concours olympiques. Il y a aussi Pisos, il y a aussi Héraclès, mais on a des récits concurrents sur ça. Et donc Pélops, qui a donné son nom au Péloponnèse. Hein. Le Péloponnèse, c'est l'île de Pélops. Hein. Et Olympie et Élis sont au nord-ouest du Péloponnèse. Donc on a des rites en l'honneur de Pélops et probablement d'autres rituels dans ce troisième jour. Quatrième jour, les épreuves qui restent, c'est-à-dire les courses et les sports de combat. Et puis pour finir, la fameuse course en armes. Et puis le dernier jour est consacré à un banquet qui est offert dans un bâtiment qui s'appelle le Prytanée, qui est un bâtiment qui, si on va aujourd'hui à Olympie et qu'on descend le pont incliné, est à main gauche immédiatement après l'entrée du site. Donc c'est dans ce bâtiment que les magistrats offrent un banquet aux vainqueurs des différentes épreuves. Et le concours s'arrête là. Voilà. Et alors, il y a une explosion des types de concours à la période hellénistique. C'est-à-dire, alors, je rappelle, classique c'est 5e, 4e, hellénistique c'est après, c'est 3e jusqu'à à peu près moins 30, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a une explosion à ce moment-là, pendant cette période des concours. Est-ce qu'on peut l'expliquer ? En fait, elle a différentes raisons d'être.
On situe souvent le phénomène avec la création dans le royaume d'Égypte, dans le royaume lagide. Donc en 323, l'empire d'Alexandre s'effondre et il y a une série de royaumes qui vont être créés progressivement Diadoque. dans le royaume, voilà, dans le royaume d'Égypte. Et dans le royaume d'Égypte, un roi, donc Ptolémée Philadelphe, va créer au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ les Ptolémaïas, qui sont un concours à la grecque en Égypte, qui est un peu une forme de comment dire, qui symbolise une volonté politique nouvelle, qui est d'utiliser la création de concours grecs pour euh, promouvoir la dynastie royale lagide, ptolémaïque, et pour affirmer de la part de ces rois, qui sont en fait macédoniens plus que grecs, de promouvoir une adhésion au modèle grec et à la culture grecque. Et on va voir ce phénomène se diffuser à la fois dans les royaumes et puis dans les cités à l'époque hellénistique, une volonté de plus en plus généralisée, systématisée, d'affirmer en fait cette adhésion à la culture sportive, à la culture athlétique. Donc on a ce phénomène je dirais, de démultiplication, de multiplication des compétitions, au point que sous l'Empire, je le disais tout à l'heure, on a plusieurs centaines de concours sur l'ensemble du pourtour méditerranéen chaque année. Ce qui veut dire qu'aucun athlète ne peut prétendre participer à l'ensemble des compétitions. Il faut faire des choix stratégiques en fonction de son niveau, de sa mobilité, de son capital corporel, de sa localisation. Donc vous allez avoir des athlètes qui vont écumer les concours en Égypte, des athlètes qui vont écumer les concours en Lycie ou en Ionie, d'autres qui vont écumer les concours en Grèce centrale, de manière à ce que pendant la saison des compétitions, qui est quand même essentiellement la saison du printemps et de l'été, on pouvoir enchaîner un maximum de compétitions, obtenir des titres, obtenir des prix. Voilà. Et alors, dans les infrastructures qui accueillent toutes ces compétitions, le public qui vient, c'est qui? C'est tout le monde? C'est gratuit? C'est payant? C'est comment dire, c'est gratuit payant si on veut, c'est-à-dire que comme il s'agit de fêtes religieuses, dans une bonne partie de ces compétitions, ces fêtes font l'objet d'une cotisation religieuse. Donc c'est pas pensé comme ce que j'essaie de dire, c'est que ça n'est pas pensé comme un ticket, comme aujourd'hui un ticket pour aller assister à un match ou à un concert. C'est ça que voilà, c'est pensé comme une cotisation religieuse. C'est plus proche en fait de l'impôt si on veut. Que du ticket. Mais donc, ça peut être payant selon les concours. L'accès au concours peut faire l'objet comme ça de du versement d'une petite somme qui vient tout le monde en fait. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est la cité qui est présente sur les gradins avec éventuellement des limites sur le genre, puisqu'on sait qu'à Olympie, probablement que les femmes n'étaient pas autorisées à siéger, mais sur les gradins. Mais sinon, pour le reste, c'est tout le monde. C'est-à-dire des Grecs, des non-Grecs, des enfants, des adultes, des libres, des esclaves. On vient assister à la compétition en groupe avec des amis. On peut y venir tout seul. On sait que Platon est venu à Olympie, qui ne connaissait personne et qu'il a payé pour quelques nuits sa place sous une tente. Donc il a loué un lit pour y dormir à côté d'inconnus, parce qu'il n'y a pas d'hôtellerie en quantité suffisante, parce que quand vous avez une compétition qui a lieu tous les 2 ans ou tous les 4 ans, il n'y a pas d'infrastructure d'hôtellerie qui permet en fait d'absorber dans l'Antiquité de tels flux. Déjà aujourd'hui, pour les Jeux Olympiques de Paris, c'est une question logistique qui n'est pas totalement indifférente, mais alors appliquée à l'Antiquité, c'est encore bien plus compliqué que ça. Et donc il y a tout un petit monde en fait qui gravite autour des grands événements et qui permet donc à la fois d'achalander toute l'alimentation qui est nécessaire, et puis c'est loueurs de tentes, il y a des acrobates, il y a des diseurs de bonne aventure, il y a des intellectuels qui viennent aussi, hein. On sait qu'Hérodote, le père de l'histoire, Hérodote était venu à Olympie pour lire quelques bonnes pages de ses histoires pour faire connaître son travail. Parce que quand vous avez un événement qui agrège des populations qui viennent d'un peu partout, du pourtour méditerranéen, beaucoup du Péloponnèse et de Grèce centrale, mais de partout en fait, et bien finalement, si vous arrivez à accrocher l'attention d'une partie de ces spectateurs dans les moments où la compétition n'a pas lieu, en soirée, un peu avant le début de la fête, un peu après sa fin, et ensuite quand toutes ces personnes reviennent dans leur cité d'origine, elles peuvent contribuer à faire connaître votre travail. Et on a des témoignages de non-grecs de ces compétitions-là, par exemple de gens qui viennent un peu plus du Nord ou d'Asie mineure, parce qu'on sait qu'à l'époque il pouvait déjà y avoir potentiellement des réseaux commerciaux qui étaient étendus. Donc est-ce qu'on a des témoignages de non-grecs qui venaient d'endroits un peu insolites peut-être pour l'époque? Pour assister au concours, hein. Par exemple? Oui, pour assister, je réfléchis. Ça dépend où tu fais commencer les non-grecs. On a les Macédoniens, on a les Romains,
on a les Étrusques, les Tyrrhéniens, donc tout ça, on a des traces, oui, d'individus qui assistent à des compétitions. Les Romains vont progressivement adopter le principe des concours à la grecque, qu'ils vivent comme une réalité grecque, vraiment. Qui pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas, qui ne fait pas partie de leur culture. C'est une forme de spectacle qui est étrangère à leur culture, mais qu'ils vont développer en créant des concours à la manière grecque en Italie, avec peu de Romains, finalement, jusqu'à très tard, qui participent à ces compétitions, peu de Romains qui deviennent athlètes, mais un intérêt malgré tout pour le spectacle athlétique à la manière grecque. Mais les Romains avaient vraiment le sentiment que c'était différent, c'est-à-dire que même le vocabulaire s'en ressent, c'est-à-dire que pour désigner les concours, agone en grec, qui désigne le concours, les Romains ont créé en latin le terme de kertamen, parce qu'ils avaient parfaitement conscience que ludus, le jeu ou les jeux, ça collait pas avec la manière grecque de concevoir ce type de moment et de compétition. Et donc ils ont créé un mot latin pour désigner l'idée de la compétition et du spectacle compétitif à la manière grecque. Donc je reprends mon énumération, mais oui, on a des cas de Macédoniens, on a des cas d'Italiens, de Romains, d'Étrusques. Il y a le cas égyptien, qui est un cas un peu qui est complexe parce qu'en fait, les Égyptiens qui s'intéressent en fait au sport grec sont les Égyptiens de culture grecque, avec malgré tout des nuances ethniques. Il y a un cas qui est intéressant, c'est la finale olympique de boxe de 212 avant Jésus-Christ entre Cleitomakos de Thèbes, athlète de la cité de Thèbes, donc au nord d'Athènes, en Béotie, qui a déjà un très, très gros palmarès et qui est bon dans les 3 sports de combat, lutte, boxe et pancrace. Et face à lui, en finale, un challenger, Aristonikos d'Alexandrie. Donc c'est un athlète grec d'Alexandrie, donc près de l'Égypte, donc Alexandrie en Égypte si on veut, dont on sait que il fait partie de ces athlètes qui ont été encouragés à la pratique athlétique par les rois d'Égypte, qui voulaient avoir des champions du royaume en fait, qui étaient grecs, mais qui étaient pensés comme des Grecs d'Égypte. Et lors de cet affrontement, donc on est en 212, Cleitomakos est donc le champion en titre, et le public prend fête et cause pour Aristonikos d'Alexandrie, se moque de Cleitomakos, envoie des sarcasmes, etc., et encourage Aristonikos. Cleitomakos, au bout d'un moment, s'interrompt, se tourne vers le public et harangue le public en disant mais bon sang, moi je suis un grec de Grèce, je suis un vrai grec, je suis le champion. Lui, vous le connaissez pas, il vient de loin, il vient d'Alexandrie, donc sous-entendu, il n'est pas aussi grec que moi, et pourtant c'est à lui que vous accordez votre soutien. Et Polybe, qui est un des historiens qui nous raconte cet épisode, nous dit que Cleitomakos retourne la foule en sa faveur, obtient son soutien et remporte la victoire. Et ça, c'est un récit qui est vraiment intéressant parce que ça coïncide complètement avec un phénomène sportif qui est connu dans le sport contemporain, qu'on appelle en sociologie du sport contemporain l'effet Carpentier, du nom du boxeur français Georges Carpentier, du début du siècle, des années 20-30. Et pourquoi l'effet Carpentier ? Parce que il y a des formes d'affrontement athlétique où la dramatisation de l'affrontement est fondée sur l'écart entre les deux protagonistes. Ça peut être un écart de taille, ça peut être un écart ethnique, ça peut être un écart de palmarès, le challenger contre le champion, ça peut être un écart de style, le technicien, le styliste contre la brute, des choses comme ça. Et donc, avec Cleitomakos et Aristonikos, on a ça. On a le grec de Grèce contre le grec d'Alexandrie, le champion contre le challenger, et la foule prend fait et cause pour le challenger parce que ça rend le combat tellement plus intéressant si le combat est long, difficile, disputé. Voilà. Et donc tout ça pour dire que sur cette question ethnique, Aristonikos, c'est un grec, mais c'est un grec d'Égypte. Et les Grecs ont parfaitement conscience de cette différence-là. Et alors, les athlètes qui concourent dans ces différentes compétitions, c'est des athlètes à temps plein. Ils arrivent à vivre de leur activité à temps plein ou ils sont obligés d'avoir un boulot à côté. Parce que je repense, toi tu me disais tout à l'heure que tu avais fait du rugby. Tu prends le rugby d'il y a 20 ou 30 ans, dans le circuit pro, la plupart des gars, ils avaient un taf à côté, quoi. Ouais, c'est ça, ils avaient souvent un boulot d'employé municipal ou un boulot dans une boîte qui finançait le club ou ce genre de choses. Oui, absolument. Mais donc, en l'occurrence, oui, il y a en tout cas à la pleine époque du phénomène sportif, donc aux époques hellénistiques et au début de l'Empire. On peut discuter sur les 4e, 5e siècles après Jésus-Christ, mais jusqu'aux années 270-280 après Jésus-Christ, on sait qu'on a une offre de compétition qui est largement suffisante pour faire vivre
de nombreux athlètes. Donc on a des athlètes qui vivent de l'activité athlétique, on a même des guildes, hein, on a des syndicats d'athlètes qui négocient avec les concours, qui négocient avec l'empereur leurs droits, leurs privilèges, la question du moment où on commence à verser leur pension, par exemple. Ceux qui ont reçu une pension, ils veulent savoir s'ils y ont droit à partir du moment où ils ont remporté la victoire, ou est-ce qu'ils y ont droit quand ils rentrent dans leur cité? Ce qui peut être parfois plusieurs mois plus tard. Si vous remportez une victoire en mars, mettons, ou en avril, dans un concours isélastique, enfin, l'équivalent de mars-avril pour un grec, et puis que vous faites un circuit avant de rentrer 2 ou 3 ou 4 mois plus tard dans votre cité, est-ce que la pension elle vous est due dès la victoire ou est-ce qu'elle vous est due quand vous rentrez avec votre entrée triomphale dans votre cité d'origine? Et donc il y a des discussions comme ça. Autrement dit, on a vraiment affaire, ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'on a vraiment affaire à une catégorie professionnelle qui est structurée comme une catégorie professionnelle. Alors après, les spécialistes de l'histoire du sport à la fin de l'Antiquité, notamment il y a une chercheuse qui s'appelle Sophie Remigsen qui a beaucoup travaillé sur ces questions, distinguent ce qu'on appelle les athlètes de carrière et les athlètes dits performeurs. En gros, pour dire les choses de manière un petit peu schématique, on voit qu'on a des athlètes qui vont avoir le niveau et les moyens pour pouvoir ambitionner les titres majeurs, les concours olympiques, pythiques, ismiques, téméraires, etc. Autrement dit, ils vont pouvoir consacrer une partie de leur temps à préparer des compétitions où ils ne gagneront que pas ou peu d'argent. Et puis on a des athlètes performeurs qui vont plutôt prospérer sur des concours mineurs, secondaires, des concours dans des régions où il n'y a pas de concours avec, je dirais, qui attirent les meilleurs des concurrents dans la discipline considérée, et qui vont aussi louer leurs services pour des formes de spectacles sportifs. On sait que, par exemple, à l'époque impériale, vous avez des individus, vous pouvez avoir 2 pancratiastes, 2 lutteurs, 4 lutteurs ou boxeurs qui vont louer leurs services pour une soirée. Donc si vous avez de l'argent, vous avez des invités, vous n'allez pas inviter un clown, comme on ferait aujourd'hui pour un anniversaire, si vous voulez, mais vous allez inviter éventuellement 2 pancratiastes ou louer 2 pancratiastes. Et il y a un moment de la soirée où ils vont s'affronter face à vous. Alors bien sûr, puisqu'ils se connaissent et qu'ils ont signé le contrat ensemble, l'objectif pour eux n'est pas de sortir complètement amoché, mais malgré tout, il faut s'engager un peu physiquement dans l'affrontement pour qu'il soit plaisant pour les convives et que vous soyez, le cas échéant, réinvité. Donc il y a si on peut dire les choses ainsi, il y a des circuits professionnels un petit peu différents en fonction de votre niveau dans la hiérarchie générale et aussi de votre trésorerie, si on peut dire les choses ainsi. C'est-à-dire que certains ont besoin de plus d'argent que d'autres. On nous pose la question des sponsors. Est-ce que un athlète peut avoir un sponsor? Si on veut, oui. Il y a des formes de... alors, pas de sponsoring au sens avec du branding. Pas une entreprise qui va soutenir un athlète, qui va en échange porter les couleurs de l'entreprise. Ça, non. Mais par contre, on a des systèmes de patronage. Ça peut être un entraîneur tout simplement qui va miser sur un athlète, qui va lui prêter de l'argent jusqu'à ce que l'athlète soit en mesure d'en dégager suffisamment. Ça peut être, on a au IIIe siècle avant Jésus-Christ la correspondance d'un grec qui vivait en Égypte qui s'appelait Zénon de Konos. Et dont on sait qu'il avait pris sous son aile un garçon dont on ne sait pas bien quelle était la nature de la relation qui les liait, mais apparemment c'est pas une relation filiale, familiale, qui avait pris sous son aile un garçon et qui le faisait s'entraîner, et donc payer des leçons et du matériel, etc. pour ce garçon. Et puis on a une lettre dans laquelle la personne qui s'occupe de gérer le garçon, le paiement des salaires des professeurs, etc., discute avec Zénon pour savoir s'il faut continuer d'investir sur le garçon ou si ça vaut pas la peine. Est-ce qu'il a vraiment des chances de réussir et de remporter des titres, ou est-ce qu'on arrête les frais et on arrête de lui financer des entraînements pour rien à perte? Donc cette logique d'investir sur quelqu'un, elle existe. On a aussi un cas on a un jeune athlète à Éphèse, à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, autour de 300 avant Jésus-Christ, qui s'appelait Athénodoros, et qui a remporté. Alors, il était malin, il était fils d'un étranger résident d'Éphèse, ce qu'on appelle un isotèle, autrement dit quelqu'un qui était étranger résident et qui était soumis au même régime fiscal que les citoyens. Donc il était le fils d'un étranger résident privilégié. Il a remporté un titre dans une compétition importante, et quand son nom a été proclamé, au lieu de se faire proclamer comme étranger, il s'est fait proclamer comme Éphésien. Ce qui est une usurpation de citoyenneté. Et ce qui est puni très lourdement, normalement, dans les cités. Quand on essaie de se faire passer pour citoyen et qu'on ne l'est pas, ça peut être puni très très lourdement. Eh bien, qu'ont fait les Éphésiens quand il est rentré dans la cité? Ils lui ont attribué la citoyenneté éphésienne. Parce que, il avait contribué à la gloire d'Éphèse par sa victoire, et donc plutôt que de voir ça comme une forme de manœuvre abusive pour entrer dans la citoyenneté, ils y ont vu une forme de reconnaissance à l'égard de la cité dans laquelle il résidait. Mais cette cité des Éphésiens, ensuite, son entraîneur a demandé à ce qu'elle l'aide à financer
la préparation d'une compétition. Et Éphèse l'a fait, a organisé une vente de citoyenneté pour dégager un petit peu d'argent pour pouvoir financer ce jeune athlète, une partie, un moment particulier de la carrière de ce jeune athlète. Donc on a des formes de financement. Alors, dans les concours, on a les athlètes, bien évidemment, qui participent, mais pas que. On a aussi, parce que pour que tout ça tourne, il faut aussi des arbitres. Oui, oui. Donc dans la plupart des concours où on peut observer la situation, les arbitres et les magistrats sont séparés. C'est-à-dire qu'on a les magistrats qui vont être en charge de euh, s'assurer du bon état général du site, donc faire refaire la piste, faire refaire les talus, acheter des piquets pour les piquets de demi-tour, faire refaire les lignes des couloirs de course, etc. Donc on a des magistrats qui préparent le site, qui gèrent l'admission des concurrents, qui gèrent tous ces aspects-là. Et puis on a des arbitres qui, eux, sont des arbitres de champ, on dirait aujourd'hui, qui sont sur le stade avec les coureurs, sur le stade avec les lutteurs, les boxeurs, les pancratias, et qui sont là pour gérer les situations, je dirais, d'arbitrage au sens strict, quoi. Séparer deux athlètes qui sont livrés à un mauvais geste ou qui à un geste interdit, relancer le combat, etc. Donc on a une séparation, sauf à Olympie, où on sait que certaines épreuves étaient arbitrées directement par les magistrats, ce qu'on appelle les Elanoudis à Olympie, c'est-à-dire littéralement les juges des Grecs. C'était leur nom. Mais en règle générale, on distingue les magistrats et les arbitres. On n'a pas d'informations très précises sur l'origine des arbitres, les modalités de recrutement. A priori, on a affaire à des individus qui connaissent de manière assez fine la discipline qu'ils arbitrent. Donc on peut penser qu'on allait vers des individus qui étaient sans doute des entraîneurs localement ou dans la région et qui étaient recrutés à cette occasion parce que ils n'allaient pas être à l'origine de mauvaises décisions qui déplairaient à la foule, hein, parce que la foule surveille de très très près, bien sûr, toutes les interventions arbitrales et le résultat des compétitions. Donc on peut postuler, mais encore une fois c'est une hypothèse, on peut postuler qu'on avait affaire à des individus qui étaient recrutés sur la base de leur connaissance dans la discipline qu'ils arbitraient et leur maîtrise de la discipline. Et alors, les entraîneurs des athlètes, c'est qui? C'est des anciens athlètes ou est-ce qu'on peut se poser la question d'ailleurs de la retraite des athlètes, hein, parce que Oui, mais effectivement c'est une des portes de sortie des athlètes, le fait de devenir entraîneur après avoir été champion, et c'est d'ailleurs la première manière par laquelle un entraîneur garantit sa compétence et sa capacité à entraîner. Même si en fait, sur le fond, on pourrait discuter, hein. Les meilleurs athlètes dans une discipline ne sont pas forcément les meilleurs entraîneurs. Ça peut arriver. Ça peut arriver d'avoir un Zidane qui va être un excellent footballeur et puis un entraîneur performant. Mais je veux dire, souvent, les entraîneurs sont des gens qui connaissent bien la discipline, mais qui n'ont pas forcément été au meilleur niveau. Dans l'Antiquité, c'est vraiment une carte de visite. Avoir été champion dans sa discipline ou dans plusieurs disciplines, c'est la meilleure manière d'attirer initialement, en tout cas, de jeunes athlètes vers soi pour un entraînement de type spécialisé. Mais il y a deux grands types d'entraîneurs, hein. Il y a ceux qui font l'entraînement collectif, toute discipline, qui prennent en charge les petits garçons, les jeunes garçons à partir de 6-7 ans et jusqu'à l'adolescence, et qui leur enseignent les différentes disciplines athlétiques de manière collective, dans une logique, on va dire, d'initiation. Et après, on a les entraîneurs spécialisés. C'est ceux-là dont on attend d'eux qu'ils aient une compétence particulièrement fine sur là où les disciplines dans lesquelles ils ont triomphé, soit comme enfants, soit comme adultes. On a les deux cas. On a les cas d'entraîneurs qui ont des titres comme enfants et des cas d'entraîneurs qui ont des titres comme adultes. Alors, on l'a bien compris, cette pratique du sport, elle est avant tout masculine. Est-ce qu'il y a quand même une place pour les femmes? Alors, très faible. Très faible. C'est une des grandes distinctions entre le sport antique et le sport moderne, en tout cas le sport moderne le plus récent. Parce qu'on a tendance à, je dirais, idéaliser un petit peu la place du sport, la place des femmes dans le sport moderne aujourd'hui. Mais il faut pas oublier que c'est un progrès qui est quand même très très récent. Les premières épreuves olympiques de boxe aux Jeux Olympiques, les premières épreuves olympiques féminines de boxe aux Jeux Olympiques datent de 2012. Hein. Donc, je dirais la question de l'égalité des genres dans le sport est quand même quelque chose qui est encore en construction. Mais dans l'Antiquité, on n'a pas de sport de femmes, c'est-à-dire on n'a pas de sport qui implique des femmes adultes. Autrement dit, mariées ou potentiellement mariées. En revanche, on a quelques traces assez rares d'un sport de petites filles et de jeunes filles. Le cas le mieux connu ou le moins mal connu, c'est le cas de Sparte, où les jeunes filles s'adonnent à la course, à la lutte, au lancer du disque et au lancer du javelot, avec
comment dire, des raisons qui sont les mêmes que celles pour lesquelles elles n'en font pas ailleurs. C'est-à-dire que si on va à Athènes ou à Corinthe, par exemple, les petites filles ou les jeunes filles ne vont pas faire de sport parce qu'on considère que le sport est une activité qui est réservée aux hommes parce qu'elle est un avatar de la guerre. Puisque le sport prépare à la guerre et que les femmes ne font pas la guerre, ben on ne fait pas faire de sport aux petites filles. À Sparte, c'est pour cette même raison qu'on leur fait faire du sport. C'est-à-dire que les textes nous disent que les petites filles et les jeunes filles spartiates faisaient du sport pour construire un corps robuste, de manière à ce que quand elles seraient en situation d'enfanter, en fait, elles aient des corps solides qui engendrent des bébés robustes qui feraient ensuite de bons soldats courageux, valeureux. Autrement dit, la raison pour laquelle on sculpte les corps féminins à Sparte est de manière la même que celle pour laquelle on ne les sculpte pas ailleurs. Voilà. En termes de compétition, on a un concours féminin qui est connu assez tôt, qui est les Eraïa d'Olympique, qui est un concours qui a lieu sur le site olympique, mais pas au même moment, qui est en l'honneur non pas de Zeus, mais d'Héra, qui est un concours qui s'adresse aux petites filles et aux jeunes filles. Il y a 3 catégories d'âge, et il y a une épreuve, l'épreuve de stade, donc le sprint, et aucune autre épreuve, en sachant que c'est un stade un petit peu particulier, puisque le texte principal qui nous renseigne sur cette épreuve nous dit que c'est un stade qui était raccourci d'environ 1/6 de sa longueur, ce qui est probablement une manière de nouveau, de marquer une hiérarchie en fait entre le stade masculin et le stade féminin, si on peut dire les choses ainsi. Et puis, à l'époque impériale, les choses se détendent un petit peu. On a une inscription qui est relative aux 3 filles d'un citoyen qui s'appelait Hermésianax de Corinthe, qui a plusieurs citoyennetés, 3 citoyennetés en fait, mais peu importe ici. Il a eu 3 filles qui ont toutes remporté des titres dans des épreuves gymniques, et dans des épreuves musicales notamment. Et on voit à travers le palmarès de ces 3 filles qu'il y a toute une série de compétitions féminines dont on n'a aucune trace jusque-là. Autrement dit, visiblement, il y a une évolution qu'on perçoit vraiment très très faiblement, parce qu'on a peu de documentation sur le sujet, avec une augmentation du nombre de concours féminins ouverts aux jeunes filles ou aux petites filles sous l'Empire. Encore deux petites questions, c'est vrai qu'on aurait pu continuer encore longtemps tellement le sujet est passionnant, mais on parlait tout à l'heure, tu nous parlais de cette foule qui supportait l'étranger et du coup du local qui était un peu vexé. Quel type de comportement on pouvait avoir dans les foules? Est-ce qu'il y avait des débordements comme aujourd'hui on peut l'avoir dans certains stades? Oui, il y a des débordements. Donc on a des comportements qui ressemblent aux nôtres, donc des encouragements, des cris, mais aussi des moqueries. On a des textes qui nous parlent de spectateurs qui se moquent des athlètes, qui leur adressent des sarcasmes, d'autres qui nous disent qu'ils leur adressent des encouragements. Il y a des bagarres entre des factions, alors moins dans les concours gymniques que dans les concours hippiques, notamment à l'époque impériale, des bagarres qui sont documentées. Il y a un jeune athlète à une date qui n'est pas bien déterminée, qui s'appelait Télétias, qui est mort en fait dans le cadre d'une bagarre entre les citoyens de 2 cités qui prétendaient être les cités d'origine de l'athlète. Ça a dégénéré en rix et le garçon a trouvé la mort dans cet affrontement. Donc on a parfois des situations d'ultra-violence entre spectateurs, mais ça reste vraiment extrêmement limité. En tout cas, la documentation n'invite pas à considérer que c'était un problème fréquent, même si les magistrats sont équipés pour gérer ce genre de situation. Donc ils ont eux-mêmes un bâton ou un fouet, une verge avec laquelle ils peuvent intervenir, et ils sont accompagnés de porteurs de fouets, des mastigophores ou des porteurs de bâtons, des rhabdophores, qui peuvent faire la discipline parmi les athlètes parfois, mais aussi dans le public. Donc oui, il y a des situations qui justifient ce qu'on appellerait une intervention de police, en fait, qui est gérée pour le coup directement par les magistrats organisateurs des compétitions. Petit challenge de vulgarisation pour toi, en 2 minutes. La question est la suivante. Quand on voit qu'il y a un tel développement du sport, de ces compétitions, de ces concours à ces époques-là, et que ça mobilise autant de monde, comment on peut
expliquer et dater le déclin de ces pratiques? Parce que c'est vrai que quand on parle par exemple de la période médiévale, sur le territoire qui est aujourd'hui la France par exemple, on parle peu de lancer de disques au Moyen-Âge. Donc c'est qu'à un moment donné, ça s'est perdu. Absolument, ça s'est perdu, ça se perd. Alors, on va dire qu'il y a une lecture qui a été en vigueur pendant très longtemps, qui aujourd'hui a été très largement abandonnée. Pendant longtemps, on a eu une lecture, ce qu'on appelle parfois en historiographie, en top-down, c'est-à-dire avec l'idée que c'était une décision d'un empereur romain qui avait engendré la fermeture des gymnases et l'interruption des compétitions qui étaient pensées comme des manifestations religieuses païennes, polythéistes. Les gymnases sont des sanctuaires en général en l'honneur d'Hermès ou d'Héraclès, et une bonne partie des compétitions sont organisées en l'honneur d'une divinité. Olympie, Zeus Olympios, les concours pythiques en l'honneur d'Apollon Pythien, les concours ismiques en l'honneur de Poséidon Ismien, etc. Donc on a longtemps défendu cette idée d'une décision qui était politique, qui avait un fondement religieux, la christianisation de l'Empire, qui est résulté d'un rescrit de l'empereur Théodose en 393, et qui aurait engendré une fin brutale. Donc un modèle politique, religieux, avec une interruption très nette sur un temps très court. On s'est rendu compte en fait que ça marche pas du tout comme ça. C'est-à-dire d'une part, on a des traces des concours olympiques après ce rescrit. Donc à la toute fin du IVe siècle, en 399, on a un panégyrique qui montre que les concours olympiques sont encore en fonctionnement. A priori, les concours olympiques d'Olympie, puisqu'il y en a d'autres, s'interrompent probablement après l'incendie du temple de Zeus, probablement dans les années 420-430. Mais surtout, Olympie, c'est un concours parmi des centaines de concours, et on a des traces ailleurs autour de la Méditerranée de compétitions qui continuent. Je dirais le poste le plus avancé chronologiquement, c'est les Olympias d'Antioche de Syrie, dont on a une trace encore au début du VIe siècle après Jésus-Christ. Donc on est en plein Moyen-Âge, avant que ça ne disparaisse. Enfin, en plein Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, avant que ça ne disparaisse. Et donc pour revenir à ta question, pourquoi? Il y a une série de raisons qui ont dû jouer. Je dirais la raison générale, c'est probablement tout simplement une évolution des goûts. C'est-à-dire le spectacle sportif en tant que tel est quelque chose qui est moins en adéquation avec les attentes des habitants des cités au fil des siècles. Et donc, à partir du IIIe siècle, à partir de la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, on voit diminuer le nombre de compétitions progressivement jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ. Et donc, on a un processus très lent, une évolution des goûts. C'est aussi une évolution dans la culture corporelle qui est très longue, très lente, mais on le voit avec le cas romain. Les Romains ont été beaucoup moins sensibles à la pratique sportive que ne l'ont été les Grecs, et l'insertion dans un certain nombre de cas des gymnases grecs dans des complexes thermaux, à la manière romaine, qui avaient souvent une superficie bien plus grande que les gymnases eux-mêmes, témoigne de manière presque matérielle du fait qu'il y a une forme d'évolution dans la culture corporelle, un goût particulier pour les eaux chaudes et pour le délassement, et un goût moins fort pour l'exercice et la sculpture de soi, si on peut dire les choses ainsi. Puis il y a des raisons aussi plus économiques, plus financières, qui est que une partie des concours était financée par les notables qui faisaient office de magistrats, qui payaient sur leur propre denier une partie des frais occasionnés par les compétitions, la réfection de travaux, le financement des prix offerts aux athlètes, etc., pouvait être payé parfois par les magistrats. Et pour les magistrats, c'était une dépense qui était un investissement politique. C'est-à-dire qu'on construisait ainsi de la notoriété, et c'est ensuite une notoriété qu'on pouvait exploiter dans le cadre de sa carrière politique. Ce qui se passe à l'époque impériale, c'est que les carrières politiques des notables grecs, dans les cités grecques sous l'Empire, peuvent emprunter d'autres chemins, notamment dans l'administration impériale, qui n'impliquent pas ce type de dépenses. C'est-à-dire qu'alors qu'avant, il y avait des notables qui pouvaient avoir des raisons personnelles d'intérêt d'investir dans le financement de spectacles sportifs, si on peut dire les choses ainsi, progressivement, cet intérêt-là va diminuer, puisqu'il y a moyen de mener à bien une carrière jusqu'au plus haut niveau, sans nécessairement accomplir ce type de dépenses. Donc le nerf de la guerre, si l'on veut, c'est appauvri de ce côté-là. Et donc le résultat de tout ça, c'est qu'on voit un sport qui disparaît en fait de manière pas du tout à la suite d'une décision univoque et sur un temps très court, mais sur un processus qui est très étiré dans le temps, à partir de la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ jusqu'au début du VIe siècle, d'une région à l'autre, d'une compétition à l'autre, progressivement les concours s'achèvent, s'interrompent.
Est-ce qu'il y aurait des livres, des documentaires, des productions que tu souhaiterais éventuellement pousser auprès des gens qui nous écoutent pour en savoir un peu plus sur cette pratique du sport dans l'Antiquité grecque? Il y a pas beaucoup de livres sur le sport antique. Il y a beaucoup de catalogues d'expositions. Des livres en français, il y en a peu. Il y a un livre de Wolfgang Decker et Jean-Paul Thuillier qui date de 2004, qui s'appelle Le sport dans l'Antiquité, qui va être réédité bientôt. Sinon, au risque d'être un peu cuistre, en fait, je suis une des rares personnes en fait qui en français a écrit durant les 10 dernières années sur le sport antique. Mais donc, tu as déjà évoqué tout à l'heure le petit livre que j'ai fait, qui est sorti il y a quelques semaines ou mois, en mars, sur le sport. Et puis, je réfléchis. Non, il y a des travaux, en fait. Redis-nous le nom, quand même. J'ai prévu, j'ai même le livre à côté de moi. Sport, récit des premiers temps, le sport. Et puis sinon, il y a des travaux les plus techniques. Il y a deux collègues qui font des choses très intéressantes. Clément Sarazanas, qui a fait un livre qui s'appelle La Cité des spectacles permanents, qui étudie la question des magistrats des concours. C'était sa thèse, en fait, qui a été publiée l'année passée. Et donc, qui est une étude systématique des magistrats des concours à Athènes, en fait. Et puis il y a un deuxième livre qui est sorti il y a peu de temps par un monsieur qui s'appelle Jean-Yves Strasser, S-T-R-A-S-2-S-E-R, sur les palmarès d'athlètes. Et c'est un livre qui fait 800 pages, c'est une espèce d'énorme bible qui est un recueil de tous les palmarès parvenus jusqu'à nous, notamment à l'époque, principalement à l'époque impériale. Mais on est dans des travaux, pour le coup, celui-ci est vraiment très technique. Le livre de Clément Sarrazana, c'est vraiment très lisible. Il y a un volume de synthèse et puis derrière un recueil de documents épigraphiques, mais c'est un travail malgré tout épigraphique. Donc vous avez des inscriptions grecques avec des traductions et des commentaires techniques. Mais en termes de synthèse sur le sport antique, il y a ce dont on vient de parler. Voilà. L'offre éditoriale, je dirais, est assez exiguë en la matière. Et t'as des futurs projets dont tu peux nous parler ou pas du tout? Des futurs projets, alors oui, c'est pas un projet sur le sport directement, c'est une biographie d'Alcibiade, qui est parmi les choses que je fais depuis quelques années. Je fais des portraits, enfin des sociobiographies, je fais de l'histoire sociale à travers des personnages. Donc j'avais étudié à travers Milan de Crotone, j'avais étudié l'apparition de la figure de l'athlète, tu l'évoquais tout à l'heure. J'ai étudié la figure du mendiant à travers le philosophe Diogène, il y a quelques années de ça. Et là, je prépare une biographie d'Alcibiade, qui a déjà fait l'objet d'une parution sous forme de coffret audio, mais qui n'est pas encore sortie sous forme de livre. Voilà. Et donc, je suis en train de préparer pour l'année prochaine la sortie sous forme de livre papier. Voilà. Bah écoute, Jean-Manuel, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant ces 2 heures et de nous avoir offert un petit peu de ton temps d'expertise précieux. Voilà. Je pense pouvoir dire au nom de tout le chat, de tous ceux qui nous ont suivis en direct, que c'était hyper intéressant et tout le monde te remercie. Bah. Ouais, merci à vous tous et merci à toi. Sur ce, à plus tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Et n'oubliez pas d'aller acheter les bouquins de Jean-Manuel aussi. Salut, ciao.